sur le racisme anti-blanc. Ta position, est-ce qu'elle a évolué ou pas? Oui, en connaissant mieux la définition du racisme par les sciences sociales, c'est que oui, il peut y avoir de l'hostilité, de la haine contre les personnes blanches du fait de leur couleur de peau, de leur apparence raciale. Mais le racisme, c'est un système, c'est une histoire. Et ce qu'on appelle racisme, c'est vraiment le fait de priver des groupes d'accès aux biens, aux services et de les maltraiter sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, le fait d'être blanc n'expose pas à ça. C'est-à-dire qu'on peut être blanc et vivre des insultes, etc. Mais ça reste un vécu individuel, c'est pas systémique. Quand on est blanc en France, on se dit pas, ouh là là, on va croire que je suis pas français, on va me maltraiter, on va pas enfin, on dit pas aux blancs, retourne chez toi s'ils sont français, enfin, voilà. Et puis, t'as pas le risque de ne pas avoir un appartement, de ne pas avoir un job parce que tu es blanc. Donc, tu vois, il faut juste mesurer et employer le bon vocabulaire. Donc oui, tu peux être discriminé, tu peux être agressé, harcelé, etc., etc. Et c'est absolument pas OK. Mais encore une fois, il faut employer les bons mots sur les bons phénomènes. Enfin, je tiens à préciser que tu peux être blanc et on te dit rentre chez toi quand tu portes un voile Oui, ou quand tu as absolument. une barbe. Exactement, c'est ça, exactement. Effectivement, oui, ça arrive. Je pense à je sais pas si je sais plus si elle est à l'Alab, mais effectivement, une femme blanche musulmane qui porte un hijab. Bah, effectivement, en fait, dès que tu portes un hijab, tu perds ta blanchité. C'est-à-dire que tout ce privilège qui est lié à ton statut disparaît derrière le foulard, parce que là, on t'amalgame, en fait, aux musulmans, et les musulmans sont considérés comme des gens qui ne sont pas blancs. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Ok, bah, dans un premier temps, merci Rokhaya d'être venue chez nous, chez Value. Merci à toi, Inès. Comment ça va? Ça va autant qu'on peut en ce moment. L'actualité n'est pas très joyeuse, mais ouais, ça va. Parce que c'est vrai, on ne se rend pas compte, à chaque fois, il y a des... Voilà, on a nos vies perso, parfois des nuits blanches, des enfants malades, des problèmes dessous. Enfin, il y a plein de... Plus le bordel ambiant, on va dire. Exactement. Exactement. Comment tu fais, toi, pour mener à bien ta vie perso et ta vie professionnelle? J'essaye de m'aménager des moments pour moi. En fait, vraiment, ma vie personnelle, c'est le socle. Et en fait, la vie professionnelle, c'est vraiment l'accessoire. Et ma priorité, c'est toujours de donner du temps aux personnes de mon entourage, familial, amical, et puis de m'en donner à moi aussi quand c'est possible. C'est vrai que je ne suis pas toujours très diligente là-dessus, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir des repères, mais par rapport à un environnement personnel, par rapport à sa famille, donc de ne pas se couper en fait en raison d'une trop grande activité professionnelle, parce que en fait, c'est ça qu'il faut qu'on se noie facilement. C'est justement quand on a l'impression qu'on a tellement de boulot que finalement on se dit bon bah je peux pas voir un tel, etc. Et en fait on se coupe. Et donc moi vraiment ce qui me permet de tenir c'est ça, c'est de pas me couper de mon socle quoi. On te connaît pour tes prises de position et ta capacité à débattre. Le côté un peu Rokhaya la guerrière, quoi. T'as toujours eu cette attitude de rentre dedans? Pas du tout. Mais vraiment, j'étais une enfant, une adolescente très timide et très discrète. Et en réalité, même dans la vie, je suis pas quelqu'un de très... je suis quelqu'un toujours d'assez discret. Donc, je suis pas la personne qui parle le plus souvent quand il y a des dîners ou des soirées, qui parle le plus fort, etc. En revanche, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Et je ne sais pas, je sais que tous les gens de mon entourage me disent que je ne sais pas me taire. Quand je vois quelque chose en fait qui me semble injuste, je ne peux pas m'empêcher en fait de dire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours caractérisée. Donc essayer de toujours avoir, enfin pas toujours avoir le dernier mot, mais en tout cas tant que je sens que j'ai raison et que ce que je défends est juste, je vais continuer à voilà, ou même si dans la rue, voilà, j'ai une interaction pas top, en fait, je vais systématiquement réagir et j'ai beaucoup de mal à me contenir quand je ressens que ça va pas en fait. C'est une qualité, mais ça peut être aussi un gros inconvénient, non? Je pense que ça saoule quelques personnes autour de moi, que je lâche jamais en fait. Et il y a des gens qui me disent mais arrête en fait, pourquoi tu veux jamais t'arrêter? Parce que voilà. Mais effectivement, je suis, pour le coup, c'est vrai que je me défends et je défends les gens aussi quand je vois quelque chose qui va pas. Je suis la championne des très longs mails. Bonjour. Et ton entourage, justement, il n'a pas peur parfois pour toi? Il te dit pas calme-toi, il peut t'arriver des bricoles? Ça va, ça va, ça va. Ça va. C'est vrai que en fait, l'inquiétude vient plutôt des réactions que peuvent susciter mes prises de position publiques. C'est-à-dire que dans mon environnement quotidien, oui, c'est vrai que des fois, dans la rue, il vaut mieux se laisser passer des trucs et pas s'embrouiller avec quelqu'un dans le métro. Quand en fait, on se dit que la personne, on ne va plus la revoir et que oui, elle a bousculé quelqu'un, elle vous a bousculé, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi.
Donc il y a des moments où effectivement ça peut exposer à quelque chose de pas nécessaire. Après, il est vrai que quand je reçois évidemment des menaces, parce que c'est ça en fait, quand on est une femme dans l'espace public, plus encore quand on est une femme noire, et plus encore quand on parle de racisme, de féminisme, etc., on est exposé à la virulence des gens et donc on est exposé à des menaces de mort, à des menaces de viol. Et ça, c'est le lot de toutes mes prises de position depuis 15 ans. Donc c'est sûr que malheureusement, je m'y suis habituée. Et pour les gens de mon entourage, c'est pas agréable en fait de voir des gens vous menacer, enfin insulter quelqu'un que vous aimez, la menacer, l'injurier. Enfin, c'est dur. Et je dirais, on m'a pas demandé de faire profil bas autour de moi. Mais on me dit beaucoup de faire attention, quoi. Ça, c'est plus que j'entends plus ça. Mais les gens autour de moi sont quand même assez encourageants. Tu dis que tes parents étaient très présents pour ton frère et toi. Ça se matérialisait comment? Ils étaient, mon père était délégué des parents d'élèves, par exemple, pendant quasiment toute ma scolarité. Donc ça veut dire qu'il assistait au conseil de classe. Ça veut dire que bien que mes parents n'aient pas fait d'études supérieures, enfin même secondaires en réalité, ils étaient quand même assez vigilants par rapport aux notes. Dès qu'il y avait des choses qui se passaient à l'école, quand on nous a... Enfin moi j'étais harcelée quand j'étais petite. Quand j'étais en CP, mon père est venu. Il est venu à l'école en fait pour demander ce qui se passait, pour rétablir un peu la justice. Donc c'est matériellement très clair en fait et très concret. Mes parents nous ont toujours défendus tous les deux, mais ça fait qu'on se sent défendus et on se sent digne aussi d'être défendus. Et je pense que ça forge quand même une personnalité particulière. C'est-à-dire que ça nous donne un sens de la dignité hyper fort et la conviction qu'on ne peut pas nous manquer de respect. Et ça, je pense que c'est un truc que m'ont inculqué mes parents, qui est très présent chez moi et chez mon frère, et ils ont toujours été là, toujours soutenu. Fait en sorte que, voilà, moi j'aimais beaucoup, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup lire, donc j'étais inscrite à la bibliothèque, etc. Mais des fois, il y avait des livres qui n'étaient pas à la bibliothèque. Quand j'ai demandé à mon père, il se débrouillait avec les quelques sous qu'il avait pour m'apporter les livres que je voulais lire. Donc aujourd'hui, je me rends compte en fait, du sacrifice que c'était. À l'époque, ça ne me semblait pas incroyable, mais maintenant, je sais que les livres, ça coûte cher. Et ça coûte plus cher pour des budgets modestes. Donc oui, il y a toujours eu cette volonté de répondre... non seulement à nos goûts, mais aussi à nos besoins pour qu'on puisse vraiment avoir une bonne scolarité. Tu étais plus proche de ta mère ou de ton père? De ma mère. J'étais plus proche de ma mère. Mais mon père était toujours là. Et je savais que mon père était toujours présent pour répondre à mes besoins. Donc voilà, dès que j'avais un besoin matériel, dès que j'avais besoin de soutien moral, etc., mon père était là. Après, ma mère est quelqu'un qui parle beaucoup, tout ça comme moi. Donc voilà, il y avait une proximité plus grande parce qu'on parlait plus toutes les deux, quoi. Et puis on regardait beaucoup la télé, on aimait bien les séries, donc il y a ce truc-là qui s'est créé. Mais ouais, voilà. Moi, j'ai 2 frères et une sœur. Okay. J'ai toujours traîné avec mes frères, donc j'ai un petit peu eu le côté garçon manqué. Je sais pas si c'est pour ça que j'ai fait du rap, etc. Tu vois. Et toi, ton enfance avec ton frère, comment elle s'est passée? Vous jouez à quel jeu? Est-ce que vous faisiez plein de choses ensemble? Alors moi, j'étais la grande sœur, donc je n'avais pas ce besoin, en tout cas, de suivre une majorité ou en tout cas des aînés masculins. Parce que c'était moi la grande, j'étais un peu le modèle. Puisqu'en plus, j'étais la grande fille, je travaillais bien à l'école, j'étais assez discrète. Donc mes parents étaient plutôt... contents de ce qu'on disait de leur fille. Mon frère était un peu plus turbulent. Je pense que c'était compliqué pour lui de se retrouver avec les mêmes profs que moi, qui attendaient évidemment de mon petit frère les mêmes résultats, alors qu'on était 2 personnes assez différentes. Mais on était très très proches. Hein. Voilà, moi je suis une enfant des années 80, donc c'était le Club Dorothée, les dessins animés. Aujourd'hui encore, hein, mon frère me donne toujours des conseils, des listes d'animés à regarder. Enfin, c'est un truc qui nous lie beaucoup. Et ouais, on a passé... Enfin, je répète, beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo aussi. On jouait énormément aux jeux vidéo ensemble. C'était la Nintendo. Ouais, Nintendo, exactement. Avec la petite cassette, là. Exactement. On a eu les deux. On a eu la NES et la Super NES. Après, ouais, on avait même les gadgets pour interagir avec l'écran, etc. Donc, on a beaucoup joué à ça. On aime bien les mangas, donc on allait dans une librairie qui existe toujours à Paris, qui s'appelle Junku, une librairie japonaise, pour acheter en avant-première les volumes de City Hunter qui n'étaient pas encore traduits en français, ou de Dragon Ball Z, ou que sais-je. Donc il y avait ce truc-là où on allait ensemble dans cette librairie qui est dans le 1er arrondissement. Et puis voilà, en fait c'était ça. Après ça, mon frère sortait plus. Moi j'étais très casanière, donc je lisais beaucoup, mon frère était plus dehors, et ces activités-là, on ne les partageait pas forcément. Mais oui, on faisait nos colos, les premières colos, on les faisait ensemble. Moi, comme j'étais la grande sœur, je le surveillais.
Le mercredi, quand il n'y avait pas de cantine, je cuisinais pour nous deux. Voilà. Donc, et on est toujours très proches aujourd'hui. Et d'où vient cette passion pour les mangas? Je pense que c'est... Bon, il y a quelque chose de l'ordre du générationnel, mais je pense que j'aime beaucoup la fiction. Et aujourd'hui encore, je suis une passionnée de séries télé. J'en regarde énormément et je pense que j'adore en fait qu'une histoire qu'on me raconte me transporte. Et plus le vécu des personnages est éloigné de moi, plus ça me permet de déployer mon imagination. Et je pense que vraiment la passion que j'avais pour l'animation japonaise quand j'étais petite était liée au fait qu'on en avait beaucoup aussi à la télévision. Il y avait le Club Dorothée, mais il y avait aussi la 5, cette chaîne qui a disparu au début des années 90. Donc il y avait des heures et des heures de programmes. Mais j'aimais aussi les séries, les soaps, je regardais Dallas, Dynasty, mais d'autres séries. J'aimais bien les films, j'adorais Retour vers le futur, que j'ai regardé en boucle avec mon frère aussi, ou des vieilles séries comme Code Quantum. Voilà, donc moi j'adorais. Il y a un reboot d'ailleurs qui n'est pas génial, mais que je regarde quand même. J'adorais, je trouvais ça génial. De toute façon, toutes les histoires de voyage dans le temps, je trouve ça passionnant. Donc ouais, je pense que la fiction, c'est quelque chose qui me permet de m'évader, de voyager, de m'identifier à d'autres personnes. Et qu'est-ce que tu as aimé comme série dernièrement? Dernièrement, j'adore Abbott Elementary. C'est une série... En fait, c'est un peu The Office dans une école primaire à Chicago. Donc des profs dans une école super ghetto qui essayent de faire ce qu'ils peuvent avec une proviseure qu'on n'a absolument rien à faire, qui est mi-proviseur, mi-influenceuse, enfin, qui est vraiment... Et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. J'aime beaucoup cette série que je trouve vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai aimé comme série? À chaque fois qu'on me pose la question, je sais que j'oublie la série la plus évidente que je regarde. Mais oui, j'avais bien aimé The Morning Show, une série sur une chaîne de télévision américaine qui a notamment un gros show du matin. C'est pas comme le Morning Live, quoi. Non, c'est pas le même esprit du tout. Mais effectivement, c'est un show du matin, mais avec des enjeux un peu plus... Voilà, avec un MeToo. Ça commence en fait sur une question de harcèlement sexuel dans une grosse émission new-yorkaise américaine. J'ai tellement... En fait, qu'est-ce que j'aime comme série? J'adore The Boys. C'est une série en fait, de super-héros qui est sur Prime, mais des super-héros qui feraient tout ce qu'ils pourraient... Enfin, c'est un peu des super-héros sans la morale qu'on connaît aux super-héros. C'est terrible, c'est d'une grande violence, mais je trouve que c'est intéressant. Et j'adore The Walking Dead. Ça, c'est... je trouve que c'est une série tellement politique. Et... j'adore, je suis absolument fan. Et je trouve qu'elle raconte beaucoup de choses sur ce qui nous reste en fait quand on n'a plus, pareil, quand on n'a plus de barrières sociales, de barrières légales, quel être humain on devient. Et c'est une série dans laquelle en fait on ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'on ferait en fait si on pouvait tout faire et s'il n'y avait plus de loi. T'es pas en écriture d'une série? Non? T'as pas envie de sortir Bah, j'aimerais bien. J'ai déjà fait la seule manière où j'ai fait de la fiction, c'était en bande dessinée. Il y a quelques années avec une BD qui s'appelait Paris d'amis, mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Après, il faut trouver les prods en fait qui sont à l'écoute et puis les diffuseurs, parce que je trouve qu'en France, en fait, à partir du moment où on a une certaine image, c'est compliqué d'être perçu dans sa complexité. Je sais que voilà, les personnes qui me voient dans l'espace public imaginent une personne constamment sérieuse, constamment en révolte, ce qui est une partie de moi. Mais après, voilà, j'aime bien les séries humoristiques. Je suis une grande fan de The Office, qui est quand même une des meilleures séries du monde. Voilà, je veux dire, on est tous et toutes plusieurs facettes d'une même personne. Donc, avec ce passif, c'est compliqué. Il faut trouver en fait des gens qui sont suffisamment courageux pour porter des projets et puis qui n'ont pas peur aussi de tout ce qui peut, tout ce que peut susciter mon nom. Parce que voilà, je sais aussi que quand mon nom est prononcé, même quand je fais des émissions d'infos, il y a des controverses parfois internes aux médias où j'arrive, où des gens disent « Attends, Rokhaya Diallo, c'est une radicale, etc. etc. » Donc je sais que ce n'est pas simple pour les gens qui décident de travailler avec moi. Donc il y a aussi ça qui freine, je pense. Ça, mais j'adorerais, ouais, évidemment. À l'époque, justement, on n'avait pas beaucoup de modèles qui nous représentaient, qu'on soit Renoir, Rebeu, Chinois, etc. Est-ce que tu avais des modèles, toi? C'est vrai qu'on avait peu de personnes... Enfin, j'avais pas de modèle qui me ressemblait directement. Clairement, il n'y a personne où je me disais « Waouh, c'est quelqu'un qui me ressemble ». Et donc, ça veut dire que moi, en tant que femme noire, enfin, en tant que fille noire à l'époque, je peux faire ça. Après, il y a plein de femmes qui m'ont inspirée, des personnages de fiction. Enfin, là, ça ne me vient pas tout de suite, mais bien sûr, des personnages de fiction, enfin, qui étaient des personnages de femmes fortes.
Parce qu'à l'époque, il y avait évidemment. Malcolm X, Oui, c'est Martin ça. Luther King, tu Oui, vois. c'est ça, mais qui étaient déjà des personnages réels, qui C'est qui ça. étaient morts violemment. Quand j'étais petite, je ne connaissais pas Angela Davis, juste de nom, mais ça me disait rien. Et puis enfin, le vécu des Afro-Américains, même si ça m'intéressait, c'était quand même assez lointain. Donc des choses directes, pas tant que ça en fait. Hein, vraiment, C'est ça, ouais. c'était vraiment difficile. Je pense que je m'identifiais à tous les héros de toutes les séries que je regardais. Et aux Mais pas Japonais. directement. Mais je dois dire qu'il y a une femme que j'adorais. Alors là, vraiment, ça parlera aux personnes qui ont plus de 40 ans, mais largement. Dans Dynasty, Dynasty, c'était un gros soap des années 80, donc d'une famille richissime, pétrolière, qui habitait à Denver, dans le Colorado. Et donc, c'était les batailles un petit peu... C'est un peu le Dallas du Colorado. Dallas, c'est au Texas. Et là, c'était dans le Colorado. Et en fait, dans Dynasty, il y avait une femme noire qui était incroyable, qui s'appelait Dominique. C'était la sœur du héros, sa demi-sœur, puisque en fait, elle était noire, d'une classe, mais choquante. Et elle était interprétée par Diane Carroll, qui est décédée il y a 3-4 ans, je crois. Moi, ça m'impressionnait en fait de voir une femme noire, riche, bourgeoise, et très, comment dire, très sûre d'elle, et très, avec beaucoup de prestige. Et je dis pas que c'est bien d'être riche dans la vie, ou que voilà, que ça vaut mieux, que les gens qui sont riches ont plus de valeur. Mais elle avait une telle classe et une telle personnalité que pour moi, ça a été... Ouais, ma mère l'adorait. Et moi aussi. À chaque fois qu'on la voyait, on était là, genre waouh. C'était super bien habillée. Comme quoi, c'est important aussi. Exactement, c'est une représentation. En fait, c'est ça, on n'avait jamais vu de femme noire comme ça, en fait, avant. Et elle tenait vraiment la dragée haute aux autres personnages féminins et même masculins de la série, blancs. Du coup, c'était vraiment cool de la voir, quoi. Est-ce que tu es déjà partie au Japon? Parce qu'on parlait des mangas. Mais jamais. C'est ça qui c'est complètement fou parce que j'étais absolument fan du Japon quand j'étais ado. Et finalement, je suis la seule de ma famille. Enfin, mon frère y est allé. J'y suis pas du tout allée. J'ai une cousine qui vit depuis 13 ans et j'ai jamais mis un pied au Japon. Mais je pense que ça va pas tarder. Non, mais il faut que j'y aille. Je pense qu'en fait, quand on a vraiment fantasmé un pays, on finit par se dire, mais est-ce que vraiment j'ai envie de garder l'image que j'en ai ou est-ce que... Et pourtant, je voyage énormément, quoi. Et je suis allée dans plein de pays, mais le Japon, pas encore. Mais je pense que j'irai et que peut-être que j'y passerai du temps, quelques semaines pour vraiment apprécier. Alors, il y a des gens autour de moi encore qui me disent mais comment tu peux dire que la France est raciste, c'est n'importe quoi. Regarde, il y a des boucheries halal partout, il y a des mosquées partout, c'est mélangé, le 9-3, dans les bus, tu prends le bus, c'est mix et tout. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi Est-ce que tu dis que la France, elle est raciste? Bah, je veux dire, c'est comme si vous me disiez, c'est comme si on me disait que les États-Unis sont pas racistes. Les États-Unis, c'est un pays raciste, il y a eu Obama. Je veux dire, il n'y a pas d'Obama en France et on n'est même pas près de Obama. Aux États-Unis, il y a eu un président noir, il y a des membres de la Cour suprême qui sont noirs. Je pense qu'il y a des boucheries halal aussi aux États-Unis. Il y a des chaînes de télévision noires, et il y a des stars noires. Il y a Oprah Winfrey, qui est la femme la plus puissante du monde, qui est noire. Les États-Unis sont racistes. Enfin, je veux dire, c'est comme si demain, on élit une femme présidente, et j'espère que ça n'arrivera pas de suite, parce que la seule qui soit en lice, c'est vraiment pas ma came. Mais si on élisait une femme présidente, on ne pourrait pas dire que la France n'est pas sexiste pour autant. Donc oui, encore heureux que les personnes musulmanes ont des espaces pour pouvoir consommer la viande comme elles le souhaitent. Et heureusement qu'on ne se fait pas tirer dessus à tous les coins de rue. Toutefois, il y a quand même un jeune homme, un adolescent, qui s'est fait tirer dessus par la police cet été, qui s'appelle Naël Merzouk, qui avait 17 ans. Et on sait très bien que s'il était blanc, il ne se serait pas mort de cette manière-là. Donc oui, on sait aussi, il y a des chiffres qui montrent que la police contrôle 20 fois plus les jeunes hommes quand ils sont perçus comme noirs ou maghrébins. Ça, c'est du racisme et qui vient de la police. Donc quand je dis que la France est raciste, ça ne veut pas dire que chaque instant que l'on vit en France est un instant raciste ou que chaque personne qui vit en France est raciste, mais qu'il y a un racisme qui fait partie de l'histoire de la France et qui est encore extrêmement présent. Après, évidemment, moi, je fais partie des personnes qui sont favorisées. Donc, évidemment, si on prend mon exemple, je suis relativement protégée de certaines formes de racisme. Mais mon exposition me fait me rendre compte quand même que les insultes que je reçois sont incroyables. L'insulte que je reçois le plus sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est « retourne dans ton pays ». Je veux dire, il y a plein de raisons de critiquer ce que je dis, mais ce que les gens ressentent quand ils m'entendent parler, c'est l'idée que je ne suis pas française et que j'ai rien à faire ici. Et c'est vraiment systématique et des dizaines de fois par jour. Donc, recevant ça, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un problème de racisme de fond, parce que en fait, ce qui évoque un ailleurs pour les personnes qui me regardent à la télé, c'est mon nom et mon faciès. Il n'y a rien d'autre en fait qui peut laisser entendre que j'ai un autre pays que la France. Donc oui, je pense qu'il y a un gros problème et que ce n'est pas inhérent à la France. L'Australie est très raciste, c'est un pays qui s'est bâti sur un génocide. En tout cas, oui, vraiment l'oppression très très forte des tribus, en tout cas des groupes ethniques autochtones. L'Allemagne, je veux dire, c'est pas inhérent à la France. Mais oui, on a un vrai problème. Oui. Toi, le racisme, tu l'as vécu
comment la première fois que tu l'as... Mais en fait, bizarrement, je ne l'ai pas vécu fortement quand j'étais petite. J'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris. J'ai vécu mon adolescence à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, où j'étais noire, mais on était plein à avoir des parents qui venaient de pays étrangers, donc ce n'était pas vraiment un sujet. Et paradoxalement, le racisme, je l'ai ressenti plus fortement dans mes études, quand vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de noirs, voire pas du tout. Et c'est quand j'ai été la seule, dans mes études, dans le milieu professionnel, que je l'ai ressenti, effectivement. Moi, quand j'ai commencé à travailler à la radio, je me suis fait refouler plusieurs fois de l'entrée de la radio. Et c'était la première radio de France à l'époque. Et le vigile m'a même suivi jusqu'à l'accueil pour vérifier que j'avais quelque chose à faire dans cette radio. Donc, et je te parle de 2009, hein, c'était pas la ségrégation. Donc oui, d'être dans un espace où je ne suis pas censée être, je ressens des formes de racisme que je n'aurais jamais imaginées auparavant, c'est sûr. Moi, je sens qu'il y a des gens, quand je débat, dans certains débats, je sens qu'ils ne supportent pas que je sois là. Et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas la conscience de ce qui les agace chez moi. Mais ce qui les agace, c'est qu'une meuf noire les mette à l'amende, en fait. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, je fais le ménage. C'est ça, en fait. Et je sens qu'ils sont piqués par un truc qui n'est pas dans l'ordre des choses et qui ne correspond pas à la manière dont ils ont été élevés dans ce monde. Et ces gens, enfin, beaucoup de ces personnes-là, ont été élevées pour me dominer et n'arrivent pas à concevoir que j'ai cette position-là vis-à-vis d'eux. Donc oui. Après, étant petite, honnêtement, moi, j'ai eu cette chance de vivre dans des environnements extrêmement mixtes culturellement et de ne pas vraiment donner d'importance à ça. La seule chose où je dirais que je ressentais le racisme, c'est en regardant la télévision. Je voyais que beaucoup des Noirs que je voyais à la télé étaient ridicules. Charlie et Lulu. Oui, encore Charlie et Lulu, c'était déjà cool parce qu'ils présentaient le Hit Machine, ils étaient fun, ils parlaient français, ils étaient français. Enfin, c'était pas des gens qui étaient... Enfin, moi, je repense à ce clip incroyable de Dorothée qui s'appelait La Machine à avaler. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ah si, La Machine à avaler. Exactement. Bah, ça, c'était fou. Elle se faisait quand même cuisiner par des mecs africains, quoi. Tu vois. Ah, mais je me rappelle plus du tout. Je me rappelle elle juste était de dans un l'air. chaudron comme ça, et Okay. en fait, il la cuisine. Il y avait plein de trucs comme ça, en fait. Il y avait même les trucs Banania. Exactement. Tu vois, ou même le biscuit bamboula, ça te dit quelque chose? Et ça me dit quelque chose. C'est des galettes Saint-Michel au chocolat. Et en fait, il y avait des biscuits bamboula, il y avait un parc d'attractions bamboula. Enfin, ah oui, c'était ouais. Tu vois. Donc il y avait ça en fait. Donc effectivement, dans mon environnement quotidien, ça se passait hyper bien. Même ma mère avait elle était amie avec nos voisines qui étaient d'origine vietnamienne, tunisienne, algérienne, etc. C'était vraiment quelque chose qui était dans mon environnement. Et je pense que c'est une grande chance que de baigner dans cette pluralité culturelle. Mais la télé, c'était dur, quoi. Et effectivement, quand on a vu des séries arriver comme Le Prince de Bel-Air, soulagement. Et même l'air de rien, franchement, Charlie et Lulu, pour moi, c'était cool. Parce qu'ils présentaient une émission de musique. Dans l'émission, il y avait aussi bien Mariah Carey que Britney Spears, ou d'autres gens. Et ils étaient en position où c'était eux qui avaient le premier rôle. Oui, mais c'était genre le mec marrant. Il y avait aussi, tu sais, les deux Magloire. Oui. Et tu sais, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Un autre, là, pareil. Il y avait, en tout cas, tu vois, c'était tout le temps en fait le Renoir, c'est soit vrai. il est homo, un peu. Ouais, en fait, mais c'est l'image un peu. Très efféminée. Mais honnêtement, ça me. Tu vois, moi, je trouve qu'ils ont pris leur place et puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour exister dans une époque où, effectivement, on ne permettait pas aux personnes noires d'exister dans une forme de pluralité. Mais moi, j'ai plutôt du respect pour eux parce que c'était vraiment des pionniers. Tu vois, ils étaient à la télé dans les années 90. Il n'y avait personne. Et franchement, je me dis, être un mec noir, considéré comme efféminé ou homosexuel dans les années 90 à la télé, franchement, chapeau. Et je pense que s'ils n'étaient pas là, en fait, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est l'image qu'on voulait leur donner. Tu vois, c'est un peu comme Saïd Taghmaoui, ce qu'il dit. Oui, c'est qu'en fait, vous me donnez des rôles de terroristes. C'est ça. En fait, c'est que c'est une tendance générale où, effectivement, on réserve au noir à la place de l'humoriste. C'est-à-dire qu'on est là pour faire rire. Et en fait, c'est cool de faire rire. Et je trouve ça tout à fait honorable d'être humoriste. Mais on sait faire plein de trucs, en fait. Et le fait de nous cantonner là, en tout cas, de nous autoriser à faire ça, c'est parce que ça entretient l'image du grand enfant. Tu sais, l'image de la colonisation. Les Noirs, oui, sont des gens qui ne sont pas très intelligents, mais bon, ils nous font rigoler. Et ils sont sportifs et rappeurs. Exactement. Donc, c'est cool d'avoir des sportifs, des rappeurs, des humoristes, mais c'est cool d'avoir plein d'autres exemples, quoi. Parce que, voilà, moi, c'est vrai que je ne me suis pas identifiée aux humoristes ou aux rappeurs, quoique si, un peu aux rappeurs, mais dans les textes, quoi, et ni aux sportifs, parce que ce n'est pas des choses que je savais faire. Mais effectivement, de voir cette femme dans une série de télévision qui est une boss, en fait,
voilà, ça me parle parce que je me dis, peut-être que plus tard, je pourrais être cette femme, quoi. Mais tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je le perçois comme ça. Tu sais, la position en fait, de la personne, on va dire blanche, qui se met au-dessus des minorités, tu vois, juste par rapport au tutoiement. Ouais. J'ai remarqué, en fait, entre eux, ils se vous voient, etc., ils ont beaucoup de respect. Mais dès qu'il y a un Renoir, un Rebeu et tout, c'est tout de suite le tutoiement, allez, on est amis. Je ne sais pas si tu as déjà, tu t'es déjà fait la réflexion. Oui, bien sûr. Ou si tu l'as remarqué, hein. Peut-être que c'est moi qui... Non, mais je vois, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, tu as le tutoiement, tu as le prénom. Tu vois, le fait de t'interpeller par ton prénom, tu as un monsieur un tel, et enfin, tout de suite, c'est ton prénom. Ouais, c'est ça. Tu vois, des trucs un peu comme ça. Et puis moi, je le vois par rapport à mon métier. C'est-à-dire que systématiquement, on va me disqualifier en termes de métier. Donc, ça va être un tel, vous êtes professeur dans je ne sais quelle université, etc. Ok, Diallo, vous êtes activiste. On va me dire, en fait, ouais, mais je fais plein de trucs, en fait. Et pourquoi tu ne vas pas mettre en avant mon activité, celle qui me rémunère, parce qu'activiste, j'ai aucun bulletin de salaire qui dit activiste. J'ai signé aucun contrat de travail comme activiste. Donc, c'est pas honteux d'être activiste, mais c'est pas ce que je fais dans la vie. Je suis affiliée à aucun parti, ni à aucune association, tu vois. Et on va jamais dire à quelqu'un qui est militant d'extrême droite, vous êtes activiste. Tu vois ce que je veux dire? Bien Ou sûr. un éditorialiste qui fait la même chose que moi, qui est engagé à l'extrême droite, on va pas lui dire vous êtes activiste, on va dire vous êtes éditorialiste, vous êtes auteur. Donc je sens que c'est plus des disqualifications comme ça où en fait on va pas considérer que tu produis du travail intellectuel. C'est-à-dire que même si tu amènes une réflexion particulière sur un sujet, on va dire que ta réflexion c'est de la polémique. Tu vois, on va pas te dire que tu vois là où on pourrait dire que tu as eu le mérite d'amener dans le débat public un sujet qui n'existait pas. Non, tu fais des polémiques. Tu vois, et ça, je trouve que c'est une manière comme ça un peu d'entamer ta crédibilité, de laisser entendre que tu n'es pas quelqu'un de réfléchi, tout simplement, quoi. Tu disais que tu avais grandi à Paris et puis tu as déménagé à La Courneuve. Tout à fait. Est-ce que tu as ressenti une différence, toi? Énorme différence. En fait, ce dont je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y avait une frontière évidemment physique entre Paris et sa banlieue, qui est le périphérique, mais une barrière mentale. Parce qu'en réalité, moi, j'habitais dans le 19e à Paris. Pour ceux qui voient, c'est sur la ligne 7, j'habitais à Crimée. Et après, j'ai déménagé à La Courneuve. En métro, c'est 10 minutes. C'est exactement la même ligne de métro. Donc, c'est vrai qu'en déménageant, je n'ai pas eu le sentiment de partir très loin de l'endroit où j'avais grandi. Mais quand je suis arrivée à La Courneuve, les gens me parlaient de Paris comme d'un territoire très lointain. Et je leur disais, mais en fait, c'est juste à côté. Et franchement, il y a exactement le même type de personnes. La seule différence, c'est qu'effectivement, à La Courneuve, c'est plus difficile de circuler parce que si tu es à côté du métro, c'est cool, mais dès que tu dois prendre des bus, prendre le RER, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment frappée de voir à quel point il y avait un sentiment de distance avec la ville de Paris et le sentiment que les Parisiens, c'était d'autres gens. Donc évidemment, oui, à Paris, il y a énormément de personnes bourgeoises, et plus encore aujourd'hui d'ailleurs qu'à l'époque, mais il y a beaucoup de quartiers populaires, tu vois, et le quartier dans lequel j'ai grandi était super populaire. Donc moi, ça m'a fait un peu bizarre. Mais du coup, j'ai gardé cette habitude adolescente, prendre le métro, d'aller à Paris. Je te disais, j'allais à Junku, cette librairie. Voilà, j'avais cette habitude et c'est pas quelque chose qui me semblait dingue. Mais j'ai senti en fait que... Puis voilà, j'avais un peu cette image en arrivant à La Courneuve de parisienne, parce que, enfin, pour plein de raisons qui étaient un peu peut-être aussi fantasmées, quoi. Mais oui, j'ai ressenti. Mais en même temps, je me sens pleinement courneuvienne, quoi. Dès que j'accomplis quelque chose, je marque plus La Courneuve que Paris, alors que j'ai vécu l'écrasante majorité de ma vie, en vérité, à Paris, pour dire les choses vraiment. Et au niveau du niveau scolaire, Ouais. est-ce qu'il y a une différence? Ouais, vraiment. Déjà, il y a une différence par rapport à la qualité de ce qu'on nous offre. Moi, j'étais dans une école pilote en primaire à Paris et on faisait plein d'activités en fait, différentes. Donc, on faisait de la botanique, on faisait des visites de Paris, on avait une activité journal de l'école, on faisait de l'anglais. Quand je suis arrivée à La Courneuve, en fait, on a eu des problèmes, toujours des problèmes qu'il y a encore aujourd'hui de ressources humaines en termes de profs. Donc, quand je suis arrivée en 6e, on a une prof qui a dû nous faire 3 cours et puis on n'a plus eu de prof. Et heureusement pour moi, j'avais fait de l'anglais en primaire. Donc, je n'ai pas perdu le niveau de 6e parce que j'avais déjà le niveau et je suis arrivée en 5e avec le bon niveau pour continuer. Mais bien sûr, les profs absents, les classes surchargées, puis les classes de niveau, en fait. Quand je suis arrivée en 6e, des profs m'ont repérée, m'ont dit... donc, j'ai fait anglais première langue et les profs m'ont dit, il faut que tu fasses de l'allemand. Et en fait, je me suis rendu compte, mais adulte, que l'allemand, c'était un outil de tri. En fait, c'est-à-dire qu'on nous a mis en allemand parce qu'ils se disaient, les bons élèves, on les met en classe d'allemand, comme ça, on leur donne un enseignement
sans doute de meilleure qualité. Mais la vérité, c'est que oui, j'étais dans des classes qui étaient des classes vraiment montées pour être de meilleures classes. Parce que honnêtement, je veux dire, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de faire de l'allemand toute seule. Et tu parles allemand? Pas du tout, évidemment. Comme tous les gens qui ont fait des années d'allemand au collège et au lycée, je ne parle absolument pas allemand. Donc franchement, c'est vraiment pas une langue très utile dans la vie. Les Allemands parlent très bien anglais. Donc vraiment, je pense que j'aurais mieux fait de faire de l'espagnol. C'est beaucoup plus utile. Ouais, c'est vrai que je me rappelle à l'époque, l'allemand, je me disais, mais comment on peut s'inscrire en cours d'allemand, quoi? C'est En tellement, fait, voilà, clairement, c'est une incitation. C'était le tri. Voilà, l'allemand, le latin, le grec, sont des outils de tri. Donc, ouais, je voyais quand même qu'il y avait des stratégies un petit peu dans les établissements pour que certains élèves ne souffrent pas trop d'un niveau et d'un manque d'enseignants qui était trop important. Ouais. Pourquoi tes parents, ils déménagent? Parce qu'en fait, ils voulaient acheter un logement et c'était trop cher à Paris, tout simplement, donc en raison du coût. Donc, c'était moins cher à La Courneuve et vraiment, c'est pour ça qu'on a déménagé. Et puis, ils avaient besoin de quelque chose de plus grand aussi. Ma mère avait vraiment envie qu'on ait chacun une chambre, mon frère et moi, on est deux. Et en fait, on avait effectivement chacun une chambre, c'était très cool. Tu vois, à Paris, c'était un 3 pièces. On a déménagé, on avait 5 pièces. Et c'était trop bien d'avoir une chambre chacun, un espace. Et c'est vrai que pour travailler, pour faire des devoirs, ça change tout et je mesure vraiment ma chance d'avoir été dans une famille peu nombreuse, avec une maman et un père aussi très conscients présent de ce qu'il nous fallait pour avoir un bon cadre de travail. Est-ce que tu te fais rapidement des amis? Oui, pas beaucoup, mais oui. Toujours un petit groupe, toujours des filles, mais assez facilement, j'ai toujours quelqu'un dans la classe avec qui je finis par sympathiser. Ouais. Petite dédicace, non, peut-être? Ouais, en 6e, quand je suis arrivée à La Courneuve, c'est que c'est une des premières vraies amies que je me suis faite. Non, 2. J'en ai oublié une que j'ai vue en plus il n'y a pas longtemps, qui est une copine de piscine. Quand on est allé à la piscine, parce qu'on n'était pas dans la même classe, je crois. On a sympathisé à la piscine. Et c'était ma voisine aussi, elle habitait dans une maison en bas de ma cité. Et voilà, donc après, c'est pas forcément. C'est des personnes avec qui je suis plus beaucoup en lien. Grâce aux réseaux sociaux, on se parle. Saba, je l'ai revue récemment parce que, voilà, pas par hasard, mais parce qu'il se trouve que j'étais à un endroit pas très loin de là où elle est maintenant. Mais voilà, mes amis proches aujourd'hui, ce sont des amis du lycée. Voilà, mes amis les plus proches. Et ce sont toujours mes amis aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière, de ce que tu fais, de tes interventions? Déjà, elles sont très présentes. Dès qu'il y a des trucs, elles sont là. Dès qu'il y a des événements publics, elles viennent. C'est vraiment cool parce que vraiment des gens qui te connaissent depuis une trentaine d'années, peut-être un peu moins, 25 ans, quelque chose comme ça, entre 25 et 30 ans, c'est très précieux dans une vie. Surtout quand on a une vie qui nous éloigne beaucoup de l'endroit d'où on est parti, comme c'est mon cas. Donc ouais, non, elles sont hyper encourageantes. Et puis voilà, moi, quand ça va pas, je sais à qui parler. Donc ouais, ça, c'est important. C'est vraiment super important. Et elles sont hyper présentes, vraiment. La Courneuve, c'est le 9-3. Et venir du 93 dans les années 90, c'est directement assimilé au côté délinquance, banlieue, deal, la street, quoi. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience à cette époque? Pas vraiment, mais je m'en rends compte dans la manière dont les gens reçoivent l'information quand je leur donne. Notamment quand je suis à la fac, je suis partie... dans mes dernières années de fac, j'étais à Paris 2, à Assas, bonne fac de facho. Ce que j'ignorais, en fait. Bon, j'étais allée parce que le master que je voulais faire était dans cette université et tout. Donc, bon, après, j'étais dans un master international, donc il y avait beaucoup d'Erasmus. C'est plutôt un master cool. Mais je fais ça, je fais une école de commerce, et donc des endroits assez blancs. Et je me rends compte que quand je dis que j'habite à La Courneuve, parce que je suis toujours chez mes parents, les gens me regardent mais comme une miraculée. Enfin, L'extraterrestre. Ouais, c'est ça. Oh, mais c'est fou, mais tu t'exprimes très bien. Enfin, vraiment des trucs incroyables. Et ou bien des bon, t'habites à La Courneuve? Ah non, moi je pourrais vraiment pas. Et vraiment, ouais, j'ai beaucoup eu ça et j'ai senti dans le regard que la Seine-Saint-Denis, c'était quelque chose qui était très connoté et très négativement. Puis je le vois aussi dans les reportages. Nous, avec mes potes dont je te parle, mes 2 amis notamment, quand on regarde les reportages sur la Seine-Saint-Denis, on hallucine. On est là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est tellement loin de nos vécus, tellement loin de notre quotidien. Bien sûr, il y a des problèmes, ça on ne va pas le nier, mais c'est pas ce qu'on expérimente chaque jour. Donc, ouais, je sens le stigmate. Et puis après, aujourd'hui, c'est assez marrant parce que j'ai une espèce de rumeur qui tourne sur moi dans mon milieu professionnel qui consiste à dire que je ne suis pas vraiment issue des classes populaires et de la banlieue, que je fais semblant, en fait, que c'est un label que je me suis attribué pour faire genre. Je me dis, mais en fait, ça, c'est une forme de mépris social.
C'est-à-dire qu'on a tellement une image univoque de ce qu'est une personne de banlieue que les gens refusent de croire que je vienne vraiment de la Courneuve. Et que nécessairement, si tu viens de la Courneuve, tu dois correspondre aux stéréotypes qu'ils ont. Et si ce n'est pas le cas, en fait, c'est que tu es une mytho, que tes parents en vérité sont riches et que toi, tu t'as inventé une vie pour faire genre. Mais de toute façon, ça se vérifie rapidement. Mais c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, j'ai eu mon bac, c'est un diplôme national. C'est facile de savoir que je l'ai passé au lycée Maurice Utrillo à Stein. C'est vraiment une donnée publique. Donc vraiment, c'est pas des choses qu'on invente, quoi. Puis j'avais des gens dans mes classes, donc c'est pas compliqué de les retrouver. Fan de rap ou pas du tout? Pas fan, mais oui, ça fait partie de ma vie. Moi, j'étais au lycée à l'époque où ça a vraiment commencé à exploser dans les années 90. Donc oui, j'écoutais du rap parce que tout le monde en écoutait et j'aimais bien. Ouais. Mais je dirais pas que je suis fan ou très connaisseuse. Plutôt IAM ou NTM? IAM. IAM? Ouais. Pourquoi? Même si, parce que je trouve que... Attends, NTM c'est 9-3. Bien sûr, évidemment. Mais IAM, je pense qu'à l'époque, en tout cas, ça me parlait plus parce que ce que dénonçait NTM, c'était des réalités qui me semblaient quand même un peu loin de moi. J'étais moins militante, tout simplement. Aujourd'hui, évidemment, NTM, je leur fais... évidemment, je leur fais... tout à fait. Enfin, leur suis très reconnaissante de ce qu'ils ont dénoncé à l'époque. Mais je pense que dans IAM, il y avait quelque chose qui correspondait peut-être plus à des questions que je ne me posais pas, en fait. C'est-à-dire que moi, tout ce que disait NTM, puis j'étais pas un garçon non plus. Enfin, je ne me suis jamais fait contrôler par la police. La police, pour moi, c'était une entité super lointaine. Donc aujourd'hui que je travaille sur ces sujets-là, évidemment. Mais à l'époque, oui, en tout cas, j'écoutais plus IAM que NTM. Tu dansais le Mia, quoi. Exactement. Au niveau des études, t'aimais ça ou t'as vraiment vu ça comme un moyen d'ascension sociale, sortir de ta condition, etc.? J'ai jamais pensé à l'ascension sociale. Mais il y a toujours une évidence dans ma famille, c'est que je ferais des études. C'était... Même si mes parents ne l'ont pas fait, c'était sûr et certain que j'allais faire des études. Il se trouve que pour moi, c'était pas difficile, parce que dans les matières, en tout cas, que j'aimais bien, c'était pas compliqué. Et j'ai pas pensé, ouais, ça va être un moyen de m'en sortir, mais j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien la fac de droit. Donc je bossais dans ces matières-là, en me disant que ça faisait partie du chemin. Mais je crois aussi que quand tes parents sont immigrés, tu grandis avec l'idée que tu dois faire quelque chose de leur déplacement. C'est-à-dire qu'ils ont traversé la moitié de l'Afrique et la Méditerranée, donc tu te dis que s'ils sont venus, c'est aussi pour vous offrir quelque chose. Et je pense qu'inconsciemment, il y a un truc de « je ne vais pas les trahir, je vais faire quelque chose ». Mais ce n'était pas aussi clair dans ma tête. Ouais, c'est un devoir, une reconnaissance, en fait. Absolument. Tu ne vas pas saboter tous les sacrifices qu'ils ont fait pour que tu fasses des études. Donc nécessairement, il faut que tu aies un métier qui rapporte de l'argent, parce qu'il y a aussi ce truc-là de une fois que tu vis correctement, tu soutiens ta famille, ce qui est normal. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Salim Drissi, à qui je passe le bonjour. Il s'était présenté avec son collectif pour les Chélois, dans le 77, pour devenir maire. Et lui, il avait fait Sciences Po, un peu dans les mêmes conditions que toi. Et il me disait que c'était assez compliqué de s'intégrer pleinement à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail, toi, de ton vécu à Assas? Moi, j'étais en and off. En fait, je venais suivre des cours. Il y avait quelques personnes avec qui j'avais sympathisé, mais je n'étais pas vraiment très, très présente. Après, j'ai fait une toute petite école de commerce et là, ça a été compliqué. En fait, j'ai eu un conseil de discipline, pour te dire la vérité. C'est super mal passé. J'ai failli me faire virer. Ils n'ont pas pu me virer parce que j'avais des bonnes notes. Donc, c'était complètement fou. Et c'était une expérience... Et c'est vraiment une des premières expériences où je me suis dit, on a été deux à avoir un conseil de discipline. Le deuxième mec s'appelait Samir. Donc, très clairement, je pense que ce n'était pas tombé sur nous au hasard. C'est vrai que je ne venais pas tout le temps en cours parce que j'étais souvent absente, j'avais refusé un stage avec une très grande entreprise qui était partenaire de l'école et ils étaient outrés, tu vois. Je veux dire, c'est bon, quoi. J'en avais trouvé un que je trouvais mieux et en fait, ça les a... Et donc, ils m'ont forcé à faire le stage. Donc ouais, non, c'était pas super cool. En plus, je trouvais l'enseignement un peu bidon, quoi. Enfin, moi qui venais de la fac, on était noté ABCD, je me disais, bon, enfin... Sachant que la fac, c'est un peu marche ou crève. Ouais, donc moi, ce truc-là de s'insérer, en fait, j'ai jamais vraiment essayé. Enfin, ça m'intéressait pas trop. Et je pense que ça se voyait trop. Et que c'est pour ça que les gens... Ça leur plaisait pas, quoi. Non. Mais c'est vraiment, c'était pas réfléchi, mais moi, j'étais dans mes trucs. Je venais avec mes mangas, avec mes petits looks. J'avais des tresses avec des couleurs. Enfin, je faisais ma vie et j'avais pas... J'ai jamais été quelqu'un de populaire étant jeune, donc j'avais pas l'intention d'être plus populaire que ça. Donc j'étais un peu un électron libre, mais ça m'intéressait pas plus que ça d'aller dans les soirées ou d'être proche des gens populaires de la promo, quoi. Est-ce que tu vois à la finale cette expérience comme quelque chose de positif? Bien sûr, de toute façon, toutes les expériences sociales t'apprennent. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur le rapport qu'on a avec les gens,
ce que je voulais faire dans la vie. Moi, après l'école, je suis retournée à la fac, j'ai fait des études en production audiovisuelle. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, comme je te l'ai dit, c'était l'animation. Et donc, j'ai fait des études pour bosser dans des boîtes de prod qui faisaient des dessins animés. Donc, après, mes parents, ils étaient un peu... C'était dur pour eux parce qu'ils se disaient, non, mais enfin voilà, on veut que tu fasses un métier certain. Et c'est vrai que c'est compliqué de travailler dans la prod. Mais je l'ai fait. J'ai travaillé dans des boîtes de production qui faisaient des dessins animés. Après, j'ai travaillé chez Disney. Et donc, j'ai conjugué le fait d'avoir fait des études supérieures avec le fait de vouloir travailler dans la fabrication de séries, notamment. Donc, je ne sais plus quelle était ta question. C'était... Ah oui, ça m'a servi. Est-ce Ouais, qu'il bah moi, ça y m'a avait servi. quand même Ouais, c'est quelque ça. chose de positif, quoi? Bah oui, je me suis dit, bah, je ne vais pas travailler dans une boîte multinationale en étant un pion toute ma vie. Clairement, je n'ai pas envie de faire ça, même si ça me fait gagner beaucoup d'argent. C'est pas ça ma vie, en fait. Je veux travailler dans un espace où ma contribution est identifiée, est reconnue et valorisée. Et clairement, ça a été une super leçon. Parce qu'à l'époque, bah, quand tu fais les études, tu dis, je veux travailler dans une grosse boîte. Et en fait, c'était pas pour moi. C'est vrai, c'est ce que je dis à chaque fois aux stagiaires quand ils viennent. En fait, nous, on est une petite boîte, tu vois. Mhm. Et donc, tu as tous les potes, leurs potes, ils sont chez TF1, etc. Ils Mhm. disent, oh non, bon, ils sont un peu dégoûtés. Ouais. Et à la fin du stage, Mais bien ils disent, sûr. mais je suis trop content, j'ai touché Ouais. les caméras, je suis parti Complètement. faire ça. Et les autres, leurs potes à TF1, bah, ils ont fait des cafés, ils Exactement. ont fait des photocopies. Exactement. Donc, ouais, ce qui compte le plus, de toute façon, c'est de se sentir bien. Et comme tu disais, tu étais un électron libre. Exactement. Bah d'avoir le sentiment, et que tu dis pas que tu as le sentiment que tu n'es pas interchangeable, tu vois. Parce que là, tu te dis, bon, bah, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ce qui se passe à mon poste ne va pas changer. Quand tu sens que dans ton boulot, tu as vraiment un impact, tu peux faire des choses qui font la différence, bah, c'est autrement plus valorisant et stimulant, quoi. Rien à voir, mais franchement, je dois te le dire. Tu fais comment pour être toujours stylée sur tous les plateaux? Tes tenues, est-ce que tu as un styliste? Tu gères ça toute seule? Comment J'ai eu ça se plusieurs passe? phases. En fait, je travaille avec une super agente en ce moment qui s'appelle Reda. Juste avant, je travaillais avec un super agent qui s'appelait Ibra. Et ça, c'était les 2-3 dernières années. J'ai eu des stylistes sur certains plateaux. Par exemple, quand je travaillais pour MTV BET, je travaillais avec une styliste qui s'appelle Anne Tourneux, qui a un super compte Instagram qui s'appelle Closet Therapist. Mais non, en fait, j'ai eu beaucoup de chance dès le départ de ma... D'ailleurs, merci du compliment, c'est super gentil. Parce qu'en fait, ça compte, l'air de rien, dans la manière dont on te perçoit. Mais quand j'ai commencé à la télé, sur Canal, on avait une costumière. Et en fait, très rapidement, il y a des marques qui ont voulu m'habiller, tout simplement. Donc ça a été vraiment un cadeau. Et puis j'ai rencontré des stylistes que j'aimais beaucoup, comme la mine de Xulibet. Enfin, on dit Koulibet en Wolof normalement. Donc voilà. Grosse dédicace à lui, au passage. Ouais, dédicace qu'on adore. Et puis voilà, des gens comme ça, comme Imane ici, comme, je sais que je vais oublier des gens, ou comme Sophie de Minoy, des gens que j'aime bien. Et donc ça faisait écho à mon propos. C'est-à-dire à la fois de soutenir la jeune création, ou plus ou moins jeune, ou la création de personnes qui sont issues des groupes minoritaires, et puis en même temps représenter, parce que c'est important, quoi. Donc moi je me souviens un truc qui s'est passé qui était trop marrant. Je sais plus, j'étais sur LCI, j'avais mis un petit haut, c'était mes premières prestations sur LCI comme chroniqueuse, j'avais mis un haut en wax, tu vois. Et il y a quelqu'un, un facho sur Twitter, qui a dit non mais elle est habillée comme si c'était une vendeuse de poissons sur une plage de Dakar, enfin tu sais, un truc de fou. Et en fait, il y a une marque une plateforme de vente en ligne qui s'appelle Africrea, qui m'a dit nous, on serait très très heureuse de vous habiller tous les lundis en vendeuse de poissons, etc. Et donc j'ai bossé avec eux. Voilà quoi. Donc ouais, j'ai ça. Et puis là, notamment sur les événements un petit peu fashion, je me fais accompagner par une agente. La petite chevelure rousse, orangée, c'est quoi? C'est une super coiffeuse qui s'appelle Nicole Pembroke, qui est américaine, que j'ai rencontrée. Moi, je m'intéressais beaucoup à la question des cheveux. J'ai fait un livre sur ça. Et Nicole Pembroke, et en fait, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, viens dans mon salon, etc. Et en fait, elle m'a vraiment aidée à trouver mon style. Moi, j'avais les cheveux très courts, très ras, depuis quelques années. Et en fait, elle m'a dit, en fait, on peut essayer une teinture. Et c'est vrai que quand tu as la peau foncée, tu te dis, ouais, la teinture, c'est pas ouf. Parce que tu as tendance à penser que ça va aux peaux claires. Et en fait, elle m'a fait des essais, un mélange de blond foncé et de doré, et c'est devenu ma marque, quoi. La coupe et les cheveux, et elle est géniale. Et c'est pas facile quand tu as les cheveux crépus, courts, de trouver des bons coiffeurs à Paris, et Nicole Pembroke est géniale. Elle est incroyable, elle est vraiment top, et elle fait d'ailleurs des masterclass sur comment gérer ses cheveux, mais elle m'a appris en plus à accepter d'avoir un peu plus de volume dans mes cheveux, quoi. Quand j'ai décidé de lancer cette émission, il y a Marwan Mohamed, Ouais. que tu connais bien, Ouais. qui m'a dit, il faut immédiatement que tu invites Rokhaya. Donc je sais qu'à un moment, vous étiez tous les deux devenus, entre guillemets, des cibles.
Pour ceux qui n'aiment pas le nouveau visage de la France, hein, de toute façon, le nouveau visage, il est là et il restera. Hein. Est-ce que quelque part, ça vous a rapproché? Marwan Mohamed, moi je l'avais soutenu, j'avais soutenu le CCIF à l'époque et je le soutiens toujours. Et c'est vrai que ce qui s'est passé contre eux est incroyable en termes de droits humains. Moi j'invite chacun et chacune à lire le décret de dissolution. Donc le CCIF, c'est le Conseil français contre l'islamophobie, ou Conseil consultatif contre l'islamophobie en France, voilà, qui a vécu une dissolution du fait de Gérald Darmanin avec un décret incroyable. On leur reproche les commentaires sur leur post Facebook, on leur reproche de dénoncer le racisme systémique, on leur reproche de faire régner une suspicion d'islamophobie en France. Tout ça relève quand même de la liberté d'opinion et on ne peut pas dissoudre un collectif parce qu'il y a des commentaires dégueulasses sur leur page. Enfin, moi, je trouve ça vraiment dingue. Et en plus, il faut savoir que Darmanin, il s'était trompé de personne. Je crois qu'il avait confondu Marwan avec un autre mec qui avait le même nom que lui. Ah, donc Marwan Mohamed, le sociologue. Non, avec un autre. En disant il avait fait partie d'une association de salafistes, toujours la même chose, alors qu'en fait, c'était pas lui. Franchement, c'est honteux. Non, mais en fait, moi, ce que je constate, ça nous a pas forcément rapprochés à ce moment-là, mais effectivement, le fait de vivre cette stigmatisation, bien sûr, ça nous rapproche dans l'expérience. Et là, dernièrement, on a été ciblé par le fonds Marianne, qui est le fonds qui a fait scandale avec l'implication de Marlène Schiappa. Donc, des fonds publics qui ont été déployés de manière très, très obscure à des associations, dont certaines, en fait, nous ont cyberharcelés en nous assimilant au terrorisme. Et sur le même visuel, il y a Marwan et moi, on est assimilés à du terrorisme. Et ça, c'est très grave et c'est une manière de nier nos engagements. Alors que le CCIF, moi, Marwan, je l'ai vu dans plusieurs pays. On s'est vu au Canada, on s'est vu en Pologne, sur les tables rondes autour du racisme, de l'islamophobie en France. Donc c'est fou de voir qu'il avait une telle reconnaissance à l'international et qu'on considérait que le travail que faisait le CCIF était tellement fondamental pour les libertés publiques en France, et de voir que dans son propre pays, il était disqualifié. Et c'est la même chose pour moi, dans une moindre mesure, parce que je pense que la diabolisation de Marwan est beaucoup plus importante. Et je pense que le fait que ce soit un homme musulman, ça n'aide pas, parce qu'il y a vraiment une suspicion particulière pour les hommes musulmans. Moi, je suis une femme musulmane, mais déjà, quand tu es noire, les gens ne voient plus ton islamité, tu es juste une femme noire. Et puis, quand tu es une femme musulmane, si tu ne portes pas de foulard, on ne te perçoit pas comme quelqu'un de dangereux de la même manière. Donc voilà, bien sûr. Marwan, justement, il a fait le choix de se mettre en retrait. Est-ce que toi, parfois, tu y penses? Franchement, j'y pense régulièrement. Parce que déjà, ça prend du temps d'être visible. Après, c'est vrai que moi, j'ai une position un peu différente par rapport à des gens qui interviennent de temps en temps dans les médias. C'est que moi, c'est vraiment mon métier. C'est une activité professionnelle. Et quand j'interviens dans des médias, j'ai un lien contractuel, quoi. C'est vraiment des piges de chroniqueuse. Donc, c'est sûr que le lien que tu as avec ce qui est un boulot, même si ça peut être un peu agressif, c'est pas la même chose que quand tu viens et que tu interviens de temps en temps alors que tu as une autre activité à côté, tu vois. Mais bien sûr, plein de fois, des fois, tu es dans des débats, tu te dis, mais en fait, pourquoi je parle à cette personne? Pourquoi je suis en train de débattre avec quelqu'un qui ne comprend absolument rien à mon sujet ou qui n'a jamais étudié le sujet et qui pense que son opinion est aussi informée que la mienne. Et ça, des fois, c'est vrai que c'est agaçant. Mais ce qui fait, en fait, que je trouve que ça a du sens, c'est déjà l'équilibre qu'il y a avec mes autres activités. Tu vois, je fais des documentaires, j'écris des livres, j'ai le podcast que j'adore, que j'ai créé avec Grassley, qui s'appelle Kif Taras. Donc, toutes ces activités-là, puis je travaille aussi dans des universités, tu vois. C'est des endroits où vraiment, j'ai le temps de déployer ma pensée, d'interagir avec des gens avec lesquels je suis sur la même longueur d'onde, etc. Donc, c'est des moments un peu plus cool. Et finalement, les débats, c'est quelques temps, quelques heures par mois, en réalité. Donc, quand tu fais une balance des deux, c'est cool. Et puis, j'ai la chance aussi de voyager beaucoup. Et quand tu sors de France, tu te rends compte que la France, c'est 1% de l'humanité, à peine, même pas. Et tu n'es pas considéré aussi de la même façon, je pense. Totalement différemment. Franchement, j'ai l'impression que je suis deux personnes différentes. La considération qu'on peut me donner à l'extérieur de la France par rapport à ici, honnêtement, peut-être que je me trompe, mais je pense que je suis la seule éditorialiste en France qui travaille pour 2 médias étrangers majeurs. Donc, je travaille pour Washington Post et je travaille pour Le Guardian. Ça, normalement, en fait, je sais pas, ça se salue. Mais je sais pas, en France, à part critiquer le fait que je serais, entre guillemets, manipulée par les États-Unis, juste pour information, Le Guardian, c'est au Royaume-Uni, c'est pas aux États-Unis. Mais effectivement, le Washington Post est un média états-unien. Mais je trouve qu'il y a vraiment... C'est fou, en fait, de te dire que... En tout cas, je suis rattachée à 2 grands médias, une des plus grandes universités américaines, où je suis chercheuse en résidence, etc. Et ce truc-là n'est pas du tout valorisé comme
ça devrait, je pense. Comme c'était le cas, je pense que si d'autres éditorialistes avaient de telles contributions, ils ne seraient pas traités de la même manière, tu vois, en France. Donc oui, clairement, moi j'ai 2 vies complètement différentes en France et à l'étranger. Et on parle des États-Unis et du Royaume-Uni, mais je peux te parler de l'Allemagne. Je peux te parler, je dois aller au Brésil au mois de janvier pour faire une tournée de visionnage de mes documentaires. Mes documentaires ont été primés dans plusieurs festivals en dehors de la France, quoi. Donc oui, c'est très étrange de voir la circulation de mon travail différente dans d'autres espaces. C'est frustrant ou pas? Ouais, bien sûr, c'est frustrant. Des fois, ça te... C'est... En fait, des fois, moi, là où je me bats, c'est des fois avec une forme de ressentiment. Parce qu'à la fois, il y a un côté, tu sais, les gens te disent, bah, tu vas pas te plaindre, tu es tout le temps à la télé, c'est super et tout ça. Mais d'un autre côté, je sais que, oui, je suis très visible dans les médias, mais en fait, j'ai jamais la parole sans que ma parole ne soit encadrée. C'est-à-dire qu'on vient jamais me dire, ça m'arrive de temps en temps, hein, des fois dans des interviews écrites, c'est arrivé 1 ou 2 fois pour quelques documentaires de venir parler de mes documentaires, mais c'est très rare qu'on vienne dire, OK, Diallo, venez, je sais pas, parler de votre travail, sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne débattre. Venez donner votre point de vue, votre analyse sur tel phénomène social, etc. Là où des personnes vont être, tu vois, vont avoir des points de vue un petit peu, tu vois, particuliers, on va dire, voilà, une pensée originale, un peu disruptive. Moi, ça va toujours être une personne clivante, tu vois. On va jamais faire le crédit, en fait, d'avoir une pensée peut-être avant-gardiste, tu vois. Et ouais, la frustration, c'est de me dire, la seule possibilité pour moi de m'exprimer publiquement, c'est d'avoir de la contradiction. On va pas c'est très rare qu'on m'invite. Après, voilà, il y a des journalistes qui l'ont fait. Hein. Je pense à Guillaume Erner qui m'a invité en matinale sur France Culture. Et c'était super, mais c'était il y a 4 ans. Il a voulu m'inviter pour un événement que j'organisais à Pompidou, au Centre Pompidou récemment, mais j'étais malheureusement pas à Paris. Mais je sais quand j'ai pris la parole sur France Culture, il y a la médiatrice de France Culture qui a dû intervenir à l'antenne pour expliquer pourquoi j'étais venue, parce que les auditeurs s'étaient plaints, tu vois. Donc tu te dis, bon, tu vois, voilà. Après, c'est très français de mettre, je pense, hein, les gens dans des cases. Tu vois, toi, t'es connue, bon, vas-y, il y a eu des clashs, des trucs, allez, elle, on la prend, hop, les clashs. Ouais, tu vois, mais c'est vrai que, tu vois, je me dis, je pense que j'ai ma place pour venir donner un point de vue. Après, c'est un point de vue qui n'est pas majoritaire. Mais c'est un peu ça. Le ressentiment, c'est moi, je vois, voilà, cet été, malheureusement, il a fallu un drame pour que l'attention sur la question raciale en France se porte par des médias internationaux. Mais j'ai fait au moins 10 fois la BBC. Après la mort de Naël, j'étais 2 fois sur CNN. J'ai fait Die Zeit, le journal allemand, qui est l'équivalent du Monde. Donc tu te dis, mais comment je peux être aussi, tu vois, vraiment être perçue comme une experte à ce point par la BBC, mais aussi par mes employeurs, hein, le Guardian. Quand j'ai fait, voilà, sur les présidentielles, Washington Post, mon article était en très bonne place le lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, parce que je suis considérée à l'extérieur comme une experte de la politique française. Ici, non, en fait. Je ne suis pas du tout considérée, enfin, pas par, en tout cas, la plupart, peut-être que je me trompe, et peut-être qu'on va me dire que je fais du ouin-ouin, mais je n'ai pas l'impression d'avoir la même considération. Je suis obligée de t'en parler, même si c'est plus dans l'air du temps, mais pourquoi tu décides de rejoindre TPMP? Bah, écoute, à l'époque, pour plein de raisons. Bon, déjà, l'émission a beaucoup changé hein, depuis. Moi, à l'époque, je fais un pari. Déjà, je me dis, c'est une émission qui est très populaire. C'est le genre d'émission que j'aurais regardé quand j'étais ado. Donc moi, j'ai envie de parler à des gens qui me ressemblent. Et c'est vrai, là, dans les personnes qui regardent TPMP, il y a plein de gens qui me ressemblent. Et quelque part, l'émission avait vécu beaucoup de polémiques et cherchait à se redorer le blason. Et je me dis, c'est rare, en fait, qu'une personne comme moi soit considérée comme apportant du crédit intellectuel à une émission. Et pour être très honnête, Cyril Hanouna, c'est une personne qui m'a énormément défendue. Enfin, je sais que quand il m'a recrutée, il y a énormément de gens qui l'ont dit que j'étais problématique. Et il a tenu à ce que je sois sur le plateau. Quand il m'a présenté en expliquant pourquoi j'étais là, en expliquant quels étaient mes combats. Et voilà, à une époque, franchement, où j'étais hyper controversée. Franchement, l'année où il m'a recrutée, c'était vraiment compliqué de s'associer à moi et d'être visible à mes côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une évidence plus grande. Et je pense que la reconnaissance que j'ai à l'étranger n'est pas étrangère au fait qu'on me considère comme crédible, en tout cas à certains endroits. Mais franchement, quand je suis rentrée dans TPMP, c'était vraiment chaud pour moi à plein d'endroits. Donc voilà, après, moi j'ai une relation personnelle avec Cyril Hanouna qui est une personne que je connais depuis très longtemps. Les controverses actuelles, je les entends, tu vois, je les entends et je suis plus dans l'émission aujourd'hui parce que je pense que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire en télé, quoi. Mais c'est un ami, quoi. Non, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des bonnes relations, tu vois. Après,
Enfin, je veux dire, j'entends tout ce qu'on peut dire à son sujet. Hein. Mais puis, franchement, la vérité, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est venu sur le plateau TPMP et m'a défoncé, il a dit, ah non, Rokhaya Diallo, je la connais très bien et c'est pas vrai. Donc, tu vois, Oui, au moi, moins, j'ai vu plein de gens ne rien dire, et avec des gens qui m'accusaient de n'importe quoi sur des plateaux et des gens qui disaient rien. Donc, voilà, après, c'est encore une fois une relation individuelle. Moi, je l'ai rencontré à l'époque où il était sur RTL avec Jean-Pierre Foucault, donc ça fait 15 ans que je le connais. Et, mais je dois dire, et je lui ai déjà dit, que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il donne une telle place à des personnes qui défendent des idées d'extrême droite. Moi, ça me choque, en fait. Ça me choque quand il a invité la personne de Génération Identitaire. Je lui ai dit, franchement, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils aient la parole. On en a parlé, bon, bah, il fait ce qu'il fait. Je ne suis pas d'accord. Mais voilà, je n'ai pas d'inimitié personnelle avec lui, au contraire. Dans Complément d'enquête, ils sous-entendent qu'on impose aux chroniqueurs leurs réponses sur tel ou tel sujet. Du coup, moi, j'ai directement pensé à toi. Ouais. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Pas du tout. Enfin, je pense que tout le monde peut revoir mes interventions sur TPMP. C'est complètement dans la ligne de ce que je peux dire par ailleurs. Donc, non, ce que j'ai vécu, c'est qu'on nous appelle le matin ou l'après-midi pour savoir ce qu'on pense, pour organiser les plateaux. Et donc, moi, je dis, je vais dire ça, je pense ça comme ça. Et puis voilà, après, on recompose les plateaux. Ça m'est déjà arrivé, en revanche, qu'on m'appelle un matin en mode tout le monde pense la même chose, est-ce que tu peux venir pour dire le contraire? Mais il m'est déjà aussi arrivé, moi, je me souviens à l'époque de Pierre Ménès, quand il avait été accusé d'agression sexuelle. Franchement, le plateau qu'ils ont fait sur Pierre Ménès, c'était ouf. Donc Pierre Ménès, après avoir été accusé d'agression sexuelle, est venu pleurer en disant c'est terrible pour moi, c'est horrible, etc., etc. Franchement, j'étais scandalisée. Je leur ai écrit, je leur ai dit non mais ça va pas en fait ce qui s'est passé. Le lendemain, j'étais invitée pour dire que j'ai eu l'impression d'assister à une opération de réhabilitation. Après, la question qui est compliquée, mais qui vaut pas seulement pour TPMP, c'est toujours de se dire est-ce que quand tu es dans un système, est-ce que tu participes à valider le système? Ou est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu justifies, c'est ça. Parce que quelque part, quand tu es dans le système, bah, ça permet au système de dire bah, regardez, c'est pluraliste. Donc pour moi, c'est un dilemme permanent. Est-ce qu'en étant dans la machine, je ne contribue pas à donner à la machine des airs de pluralité, alors que si j'étais à l'extérieur... Enfin, tu vois, moi, je suis dedans, c'est un choix, mais c'est un dilemme permanent, quoi. Mais, tu vois, TPMP... Enfin, tu vois, moi, honnêtement, je trouvais qu'il y avait plein de trucs à dire sur TPMP. Notamment dans ce complément d'enquête, sur l'idéologie. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé voir un décompte, par exemple, des personnes d'extrême droite qui ont été invitées. Pour moi, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé. Bah non, mais c'est ça le fond de la question. Ils nous ont parlé d'un yacht et de... Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Et je l'ai dit à Cyril, il le sait très bien que ça me dérange. Et je l'ai dit vraiment, avec vraiment la sympathie que j'ai pour la personne, quoi. C'est ça le sujet pour moi. Tu vois, moi, quand tu me fais un truc sur un yacht, bah oui, Cyril Hanouna, j'imagine bien qu'il ne va pas en camping. En quoi c'est un sujet? Quand on explique que Cyril Hanouna préfère manger des hamburgers à la cuisine d'un chef, qu'est-ce que c'est ça, sinon du mépris de classe? Tu vois, il y a un côté de se dire, ah oui, il est très très riche, mais quand il faut s'alimenter, il va manger un grec. Il ne sait pas reconnaître, oui, c'est ça, il ne sait pas reconnaître la bonne cuisine qui est concoctée par les grands chefs. Et tu vois, je me dis, mais c'est quoi ça en fait? Est-ce que ça, c'est vraiment, tu vois? Bah oui, s'il a envie de manger des kebabs, franchement, c'est son problème en fait. Et c'est pas ça qui le rend, qui est problématique, tu vois? Donc ouais, moi, ça m'énerve parce qu'il y a un vrai débat à avoir. Et moi, ce débat, je suis prête à l'avoir. Il faut faire un documentaire justement sur ça. Je pense qu'il y aura un vrai sujet à faire. Il y aura un vrai sujet à faire. Qu'est-ce que tu gardes de ton passage là-bas? Bah, déjà, une audience dingue, un impact incroyable. Moi, je sais que ce que j'ai dit dans TPMP, ça a une résonance folle. Tu vois, j'ai eu un clash avec Bernard de la Villardière. Où est-ce que j'aurais pu faire ça? Tu vois, j'y suis allée, j'ai dit, j'aime pas ce que vous faites. Il n'y a aucun endroit où j'aurais pu faire ça. Tu vois? Donc moi, ce que je garde comme souvenir, c'est vraiment une exposition sans précédent. J'ai jamais été autant exposée et j'ai jamais eu l'occasion d'exposer autant mes idées. Tu veux pas y retourner? Là, je trouve que c'est difficile. Je trouve que moi, j'ai vraiment du mal. Tu vois, on m'avait proposé de faire le face-à-face avec Éric Zemmour et je me dis, j'ai pas envie de participer à quelque chose qui me donne l'impression de lui donner des billes, quoi. Tu vois. Après, je trouve ça cool qu'il y ait des féministes qui y aillent, tu vois, Anna Toumazov et y aller contre Gérald Darmanin, et je trouve ça bien. Tu vois, quand il y a des sujets sur le voile, qu'il y ait des femmes qui portent le hijab, qui soient présentes pour parler d'elles-mêmes, je trouve que c'est une bonne chose. Et tu vois, moi, je trouve que pendant qu'on passe du temps sur TPMP, on ne parle pas de quotidien et de l'entre-soi, tu vois. Moi, je veux bien qu'on critique TPMP, mais quand je suis arrivée, j'étais la 4e noire. Je n'avais pas d'inquiétude par rapport au maquillage et qui est ma teinte, tu vois. Il y a des émissions où je ne sais pas trop. Tu vois, des émissions, tu vois, où tu dis, bon, peut-être que je suis la première, peut-être que je vais être la seule pendant longtemps. Et je trouve qu'il y a un truc toujours un peu classiste, où effectivement, TPMP a pris beaucoup de pouvoir, et c'est important d'interroger la responsabilité qu'a une telle émission sur l'opinion, ça je l'entends. Mais moi, je sais pas, quand je vois Quotidien, je me sens pas représentée, en fait. Je me sens pas du tout représentée. Moi, je sais que dans TPMP, qui qu'on soit en France, on sait qu'un jour, il y a quelqu'un qui nous ressemble qui va être sur le plateau, quel quoi qu'on pense. Que tu sois chasseur ou végane,
ou tu portes le hijab, ou que tu sois un facho identitaire, tu sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te ressembler sur le plateau. Pour le pire et pour le meilleur et pour le pire. C'est clair que moi, il y a des gens que j'aimerais pas voir. Mais dans le quotidien, bah non, en fait. Tu vois, et ça, on se pose pas la question. Tu vois, il y a un truc de classe aussi où tu as la bonne... tu vois, moi, j'aimerais bien... Quels sont les récits qui sont pas... qu'on entend, quelles sont les voix qu'on n'entend pas dans le quotidien? Je sais pas, en fait. Tu vois? Je sais pas. Donc... Ouais, c'est l'entre-soi, quoi. Ouais, moi, je trouve pas ça hyper représentatif, je trouve pas ça hyper ouvert. C'est bobo. Ouais, c'est voilà, un petit microcosme parisien. Je pense qu'il y a plein de Français et Françaises à qui ça parle pas. Donc tu vois, il y a toujours aussi une dimension où on va davantage s'attarder sur les programmes populaires qui parlent à certaines populations qu'on méprise et pas questionner les programmes qui vont parler à l'élite, en fait. Ou en tout cas des gens qui ont un certain confort et un certain capital intellectuel, tu vois. La première fois qu'on a essayé de t'intimider sur les réseaux sociaux ou qu'on t'a insulté, tu t'es dit quoi, toi? En fait, les premières fois, en fait, au début, tu as envie de... C'est pas seulement les insultes, parce qu'au début, il y a des gens qui te critiquent et tu as envie de répondre. Tu vois, bêtement, te justifier. Après, les insultes, ça m'a frappée. Je dois avouer qu'un jour, j'ai reçu vraiment une insulte hyper violente. C'est un appel au viol. J'ai porté plainte, en fait. Et j'ai eu une très grande chance. C'est qu'on a retrouvé l'auteur du tweet, puisque c'était un tweet, et que je suis allée jusqu'au procès. Et j'ai fait un documentaire, en fait, sur ça, qui s'appelle Les réseaux de la haine, qui est toujours en ligne. Et honnêtement, ouais, je me suis dit, bon, ok, c'est grave, c'est hyper choquant. J'ai appelé à témoin ma communauté, tu vois, sur Twitter. Et puis, je me suis dit, je vais y aller. Et on y est allé, et j'ai fait un documentaire pour justement dire que c'est pas seulement moi la question. Il y a d'autres gens qui, quand ils s'expriment sur Twitter, parce qu'ils appartiennent à certains groupes, sont attaqués. Et donc, je suis allée voir des personnes qui étaient visées par l'antisémitisme, qui étaient visées par l'homophobie, par le sexisme comme moi, ou par tout simplement des insultes gratuites parce qu'un enfant handicapé, etc. etc. Donc ouais, c'était aussi l'occasion, c'était un peu expiatoire quoi, d'en faire quelque chose d'autre que la simple insulte, quoi. Est-ce que tu penses, comme certains, que les débats sur les réseaux sociaux devraient être modérés et qu'on devrait plus avoir le pouvoir de tout dire? Bah, la question, c'est qui modère? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont les réseaux sociaux qui devraient modérer. Mais Twitter, c'est une entreprise privée qui appartient à Elon Musk, qui franchement s'est particulièrement distingué dans son antisémitisme récemment. On sait que depuis qu'il a repris Twitter, les insultes racistes se sont multipliées. Donc est-ce qu'on a envie que ce soit Elon Musk qui régule la conversation publique? Je ne crois pas. En fait, si on doit réguler, je pense que la régulation doit intervenir, mais par des institutions qui représentent quelque chose, pas par des entités privées. Donc, moi, ce qui me fait un peu peur dans la demande de régulation, c'est qu'on privatise en fait la parole publique. Parce que l'air de rien, ces espaces-là sont aussi des espaces qui permettent à tout le monde de parler. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller à la télé pour s'exprimer, qui ne peuvent pas faire des tribunes dans les journaux, et qui n'ont que les réseaux sociaux pour dire des choses. Il y a des pays où c'est important de pouvoir dire des choses. Ça a beaucoup compté, les réseaux sociaux, lors des révolutions dites arabes en 2011. Ça a beaucoup compté pour le MeToo, le mouvement MeToo. Ça a énormément compté pour le mouvement Black Lives Matter. Donc, et puis voilà, et tu te dis, ouais, on va réguler les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas si un parti d'extrême droite passe. Qu'est-ce qu'il faudra réguler, en fait? Qu'est-ce qu'ils vont décider de réguler? Tu vois, c'est toujours un peu ça qui m'inquiète, c'est de savoir qui décide de réguler et qu'est-ce qui va être considéré comme haineux ou pas, tu vois. Je ne sais plus, moi, une fois, j'ai reçu une plainte parce que j'avais mis, tu vois, il y a une expression en anglais qui dit white tears. Donc, quand une personne blanche, tu vois, tu lui dis quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit, qui peut être raciste, etc., elle pleure, tu vois, genre, elle se plaint un peu, tu dis white tears, genre, vraiment, arrête de pleurer, quoi. Je te jure, j'ai tweeté white tears, j'étais convoquée au commissariat. Par non, mais tu vois, une association contre le racisme anti-blanc. Je me dis, ok, donc la régulation, si c'est ça, c'est chaud, en fait. Parce qu'on peut faire passer des féministes pour des personnes qui s'en prennent aux hommes. Parce qu'on peut faire passer des antiracistes pour des personnes qui s'en prennent aux blancs. Donc c'est toujours un peu ça ma question, c'est oui, il faut peut-être, en tout cas, mettre en place des dispositifs qui permettent vraiment de rendre justice aux personnes qui sont heurtées par la haine en ligne. Il faut les protéger aussi, tu vois. Je pense que c'est aussi ça, les rédactions, elles devraient protéger leurs journalistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, peut-être tu vois, avoir une aide par rapport aux avocats. Moi, j'ai plein de procès. Franchement, heureusement que je gagne ma vie, hein. Tu vois, parce que tu te dis que je gagne ma vie, que j'ai des super avocats qui sont... Enfin, voilà. Parce qu'il y a des gens, au bout d'un moment, ça te ruine. Et c'est aussi ça le but. Tu vois, quand on t'attaque ou quand on t'insulte, c'est que tu ne répondes pas parce que tu n'as pas les moyens, en fait, de répondre, tu vois. Donc, il y a tout ça. Quand on voit tes vidéos sur YouTube, c'est souvent le mot clash qui ressort.
Est-ce que ça te laisse pas des traces dans l'esprit Mais en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est ça aussi, ça contribue à une image de moi particulière. Parce que tu sais, en vérité, moi, ça fait 15 ans que je suis à la télé et à la radio quasiment toutes les semaines. Donc ça veut dire, bon, on va dire une quarantaine de débats par an. Une quarantaine minimum, mais ça fait entre 40 et 80 débats par an. Donc ça fait des heures et des heures et des heures et des heures de prise de parole. Et finalement, ce qui reste en termes de présence numérique, c'est quelques clashs. Bien sûr, ces clashs sont emblématiques de pas mal de choses, mais la plupart du temps, en fait, je ne participe pas à des clashs. Donc c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que ça donne une image assez déformée de mes prises de parole. Mais moi, je trouve ça pas mal, en fait, en termes symboliques, de montrer une femme qui a mon apparence, qui ne se laisse pas faire et qui ne se laisse pas intimider. Mais c'est vrai que... Ouais, enfin, c'est pas tant le fait que le mot clash se répète que des fois, il y a des moments où vraiment je ressors, ça m'arrive pas souvent, mais des fois, je sors de plateau, je suis super énervée. Vraiment, ça m'arrive où je me dis, non, mais... tu vois, t'es face à des gens dont tu as le sentiment, tu vois, qui sont nés avec la conviction que tout leur était dû et qui t'adressent à toi d'une manière où tu te dis, mais... Enfin... Non, en fait, je veux dire, déjà, ce que tu dis n'est pas particulièrement intelligent. Et tu n'as pas un droit absolu, en fait, à m'imposer ton propos au milieu de ma phrase, quoi. Donc, ouais, des fois, c'est un peu... Moi, j'avais vu la vidéo dans laquelle, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec, il avait dit que c'était ta faute s'il y avait eu des attentats. Là, j'ai porté plainte. Mais j'ai porté plainte. C'est un truc de ouf. Franchement, j'étais choquée. Ça a été un de mes plus gros chocs. Parce qu'en fait, j'étais tellement choquée. Parce que, tu vois, dans la vidéo, je lui dis, vous êtes en train de dire que ce que j'ai fait a provoqué un attentat. Et en fait... Tu vois, tu poses la question parce que tu dis, peut-être j'ai mal compris, c'est bizarre, quoi. Et en fait, quand j'ai compris ce que j'avais compris, j'ai comme un blackout. C'est-à-dire qu'après l'échange, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé dans l'émission. Parce que j'étais en train de me dire, mais donc le mec vient de m'accuser de terrorisme comme ça, devant la France entière, en disant préalablement que je suis une femme noire et musulmane, et genre, on continue à parler comme ça... poliment. J'étais hyper choquée. Et je dois te dire qu'après l'émission, je lui ai couru après pour l'insulter. Mais la présentatrice, je comprends pas pourquoi, en fait, elle a pas... Je pense qu'elle n'a pas mesuré, en fait. Ouais. Je pense que c'est une émission qui est très calme. Tu vois, moi aussi, au début, je ne comprenais pas. Et je pense que c'est une émission qui est très, très calme d'habitude et qu'ils n'ont pas l'habitude. Et tu vois, l'air de rien, on ne s'est pas crié dessus. Tu vois? Oui, c'est vrai. Il a dit ça de manière... Donc, tu avais l'impression quand même qu'il y avait une tonalité un petit peu... Très cordial. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai réalisé parce que ça me visait. Et en fait, en sortant, moi, je me souviens, il y a une des chroniqueuses qui m'a regardée, qui m'a dit, je suis désolée parce qu'en fait, je pense que tout le monde a un peu digéré le truc et que c'est devenu grave quand tout le monde a percuté ce qui s'était passé. Mais c'était très... Moi, au début, je me suis dit, mais attends, comment je peux me faire insulter comme ça devant tout le monde sans que personne ne réagisse? Mais maintenant, je comprends que le ton très policé, plus l'habitude de l'émission, c'est pas TPMP, tu vois. L'habitude de l'émission fait que personne n'a compris ce qui se jouait. Et comme, tu vois, tu connais... les intellectuels français ont l'art de dire des choses immondes avec un ton extrêmement courtois. Et ça, c'est vraiment... tu vois, pour moi, c'est le comble de la vulgarité. C'est-à-dire qu'on prétend la politesse et la courtoisie là où on dit des choses atroces. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et du coup, ça a complètement glissé sur le coup. Mais après, moi, j'ai posté le truc, ça a fait des millions de vues parce que les gens étaient outrés. En fait, quand tu isoles le moment et que tu écoutes ça de manière isolée, enfin, de manière, tu vois, en dehors du cadre de l'émission, tu comprends ce qui s'est passé. Ce soir-là, t'as dormi ou pas? J'ai dormi. En fait, parce que du coup, je l'ai posté. Il y a plein de gens qui m'ont écrit. Ça a fait une espèce de bruit. Donc non, j'ai pas beaucoup dormi. En plus, c'était une veille de vacances scolaires. Je me souviens, on devait partir en vacances. Et je t'avoue que j'étais comme ça, sur mon téléphone, même dans la voiture, en fait, en partant. J'avais encore des appels de gens qui étaient ultra choqués, tu vois. Parce que c'était fou, en fait. J'étais d'ailleurs le sujet le plus discuté de la journée. Et le soir même... Ah non, c'était le lendemain... En fait, c'est le lendemain surtout que ça a buzzé. C'est-à-dire, je l'ai posté le soir et le lendemain, toute la journée, c'était un mercredi. Tout le jeudi, ça a été... voilà. Et le soir, j'étais en TPMP, en fait, pour en parler. Mais la journée était folle, quoi. Et effectivement, en fait, c'est ça, c'est quand tu es dans une polémique, ça te prend beaucoup d'espace parce que tu as une grande attention sur toi. Ce qui n'est pas habituel, tu vois. Et ça te prend énormément d'énergie. Ouais, et c'est pas facile pour les gens qui vivent avec toi, tu vois. Parce que du coup, ils te sentent un peu absorbé par un truc... Et c'est bien qu'ils te sortent de ça aussi. Tu vois, l'entourage, moi, je trouve que voilà, c'est important qu'à un moment donné, ils te disent, voilà, là, vraiment, on va dîner, juste coupe. Parce qu'en fait, toi, tu peux complètement être aspiré par un truc qui te dépasse, quoi. Et tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Pas d'enfants, ok. J'ai une belle-fille et un mari. Ok. Et comment ils le vivent, justement, tout
tout ça? Ben, ce qui est bien, c'est qu'ils sont loin de tout ça. Et donc, ils le vivent vraiment de mon point de vue. Et donc, c'est vraiment eux qui me sortent un peu de ce truc-là, parce que c'est des mondes qui leur sont éloignés, qui les intéressent pas plus que ça, à part parce que c'est mon boulot, quoi, mais c'est pas des trucs qui les fascinent ou quoi. Donc, c'est plus des gens qui me raccordent à des choses très concrètes et très réelles, en fait. Alors, l'échange avec Éric Zemmour, bon, je Mhm. suis obligée d'en parler, hein. Quand tu rentres chez toi et que tu médites sur ce que le mec vient de dire en toute détente, Mhm. à une heure de grande écoute, Quand il me dit la plupart des trafiquants sont nord et arabes, c'est ça? ouais. Eh ben, Qu'est-ce que tu te dis, toi? tu sais quoi? Comme c'est une émission qui est assez montée et assez longue, il m'a dit pas mal de dingueries en fait pendant l'émission, hein. Il m'a dit un truc sur le prénom, comme il avait dit à Absat aussi. Il a dit plein de trucs dégueulasses. Du coup, ce moment-là me semble pas plus fou que le reste. Et moi, je me souviens en fait, l'émission était enregistrée le jeudi, et moi le samedi, je partais en voyage. Donc j'ai pris l'avion, et pendant que j'étais dans l'avion, l'émission, Et diffusé. ouais, j'atterris des textos de l'espace. Tu vois, plein de textos, Éric Zemmour, bravo, etc. Mais j'avais pas du tout réalisé en fait. Et c'était mes débuts, ça faisait qu'un an que je faisais de la télé. Même pas, ça faisait 6 mois en fait. Donc c'était mes débuts, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc tu te rendais pas forcément compte de l'aspect potentiel. Enfin, s'il y avait Twitter, mais il n'y avait pas grand monde dessus, c'était surtout Facebook à l'époque, c'était en 2010. Donc c'est vraiment en atterrissant, puis en étant très loin, tu vois, il n'y avait pas encore WhatsApp, donc c'était très bizarre comme sensation, parce qu'en plus, j'étais partie 3 semaines. Donc, je l'ai vécu avec beaucoup de distance, finalement. Tu vois, ça a beaucoup marqué, mais je ne me suis pas rendu compte. Puis après, j'ai vu qu'il y avait la plainte, etc., etc. Mais c'était pas... Pour moi, c'était une première, mais c'était pas comme maintenant. Parce qu'en plus, maintenant, tu as toutes sortes de réseaux qui font que tu es vite plongé. Les gens clippent la vidéo, ils te l'envoient... Enfin, tu vois, ils peuvent la faire Ouais. circuler beaucoup plus facilement. C'était pas le cas en 2010. Est-ce que tu comprends que le discours d'Aïssa Maïga, qui est ton amie, je crois, Ouais, une amie très proche. durant la remise des Césars, est plus choqué? Ben non, en fait. Enfin, moi, ce qui m'a choquée, c'est que les gens étaient outrés de la voir compter les, le nombre de personnes non blanches dans, dans la salle en fait, de théâtre. Elle en a compté, dénombré une dizaine. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y en ait 10 en fait, sur une salle aussi importante. C'est ça le choc. Donc non, moi je comprends pas, parce que ce qu'elle a dit, c'est des choses... Enfin, elle a décrit des choses très connues. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il y avait le mouvement Black Lives Matter, qui était né suite à une violence policière, mais qui dénonçait aussi l'absence de visibilité des personnes noires. Et ça va au-delà. Dans le discours d'Aïssa Maga, elle parlait des Noirs, des personnes asiatiques, des personnes d'origine nord-africaine, etc. Donc non, moi, franchement, je ne pensais pas que ça ferait autant polémique. Honnêtement, je n'imaginais pas. Je savais qu'elle prendrait la parole sur ce sujet, mais je ne pensais pas que ça ferait autant polémique. Et que ça ait fait plus polémique que les Césars de Roman Polanski, je dois t'avouer que je me dis... je dois avouer que... Ouais, c'est... Quand même, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque, c'est que Polanski soit à ce point récompensé, et qu'on dise qu'Adèle Haenel exagère en se levant et en disant que c'est la honte. Enfin, tout est inversé, en fait. C'est ça le choc. C'est comment une personne qui a été reconnue coupable de viol par un tribunal, qui est un fugitif, hein, parce qu'il n'a jamais voulu faire face à sa peine, qui a été accusé de viol par d'autres femmes par la suite, continue à être célébré comme ça. Enfin, je ne comprends pas, en fait, ce qui ne va pas. C'est-à-dire, oui, je veux pas... Enfin, il faut que la justice tranche pour savoir, enfin, voilà, ce qu'on peut lui opposer comme sanction, mais je me dis, c'est quoi cette complaisance, en fait? Et après, on vient de te dire que c'est Aïssa Maïga le problème, que c'est elle qui a fait un discours agressif. Mais c'est pas agressif de violer des femmes, en fait. Enfin, voilà. Est-ce que tu penses que son discours a une incidence sur sa carrière? Je pense que ça a une incidence, mais qu'elle a l'immense chance d'être plurilingue, d'être polyglotte, et elle a travaillé beaucoup à l'international. Donc bien sûr, c'était compliqué pour elle. Enfin, je veux dire, la réception du milieu n'était pas idéale, tu vois. Mais je pense aussi que ça lui a aussi valu beaucoup de respect. Tu vois, parce qu'elle a quand même dit des choses. Tu vois, quand tu es aussi installé, tu peux aussi te taire. Te dire, bon, j'ai beaucoup à perdre. Peut-être que je fais une petite remarque comme ça en passant, mais je ne suis pas obligée d'y aller autant. Donc je pense que elle lui a voulu beaucoup de respect, puis rétrospectivement, personne ne peut dire qu'elle n'avait pas raison. Donc non, c'est vraiment... Puis elle a eu une attention internationale super importante. Donc oui, ça a eu des conséquences, mais ça permet aussi de faire le tri. Hein. Justement, quand il y a ce genre d'événement qui se passe, est-ce que toi, tu te dis que
que tu dois faire attention avant de prendre la parole? Je réfléchis. Bien sûr, je fais réfléchir à quand je prends la parole, et puis je réfléchis surtout à comment tes phrases peuvent être isolées les unes des autres, et tu vois, provoquer quelque chose seul, tu vois. Donc oui, je fais attention à ce que je dis. Je varie, et puis je dis pas les mêmes choses en fonction des auditoires, tu vois. J'ai mon podcast où je parle des choses d'une certaine manière, j'en parle pas de la même manière que sur BFM ou sur Arte. Donc oui, et il y a des sujets qui sont plus ou moins sensibles, tu vois. Voilà, par exemple, en ce moment, avec ce qui s'est passé, le massacre du 7 octobre en Israël, suivi voilà, du massacre par milliers des Palestiniens. En fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, je suis horrifiée par ce qui est arrivé aux Israéliens, je suis en empathie, c'est horrible les otages, il faut absolument les libérer. Et à la fois, ça ne peut pas être une réponse qui se passe aux Palestiniens, c'est intolérable, c'est hyper grave. Et c'est ça en fait, c'est que dans ton énonciation, il ne faut pas que des personnes qui sont heurtées, parce qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui sont heurtés par ce qui s'est passé personnellement, hein, parce qu'il y a des membres de leur famille qui ont été victimes, etc. Et moi, là où je veux être vigilante, c'est de ne pas donner l'impression que j'en ai rien à faire, en fait, que des gens se soient fait massacrer lors d'un concert. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose que je trouve horrible. Et je ne veux pas donner l'impression que c'est quelque chose que je considère comme secondaire ou qu'il y a encore des otages actuellement. Et à la fois, ce qui se passe en Palestine, c'est intolérable, c'est horrible, c'est la trahison de toutes les valeurs des droits humains dans lesquels tous nos pays sont engagés, et c'est pas possible en fait, c'est de l'épuration ethnique, enfin ça va pas. Donc, enfin ça va pas, c'est même pas correct de dire ça comme ça, c'est hyper grave. Donc tu vois, et que ça continue, voilà. Donc sur des sujets comme ça, oui, tu es obligé de réfléchir parce que tu ne veux pas avoir l'air de cautionner quoi que ce soit qui soit contraire à tes valeurs, à savoir des massacres de civils par milliers. Oui, surtout que les médias, ils te découpent, ils te font Exactement. Des montages et après, ils te ça. reprennent une petite phrase par-ci, par-là. Ouais, alors que tu vois, dans une émission, tu as pu dire un truc et tu dis, bah oui, ta parole, c'est pas juste 30 secondes ou 7 minutes 30, quoi. Sur le racisme anti-blanc, ta position, est-ce qu'elle a évolué ou pas? Oui, en connaissant mieux la définition du racisme par les sciences sociales, c'est que oui, il peut y avoir de l'hostilité, de la haine contre les personnes blanches du fait de leur couleur de peau, de leur apparence raciale, mais le racisme, c'est un système, c'est une histoire. Et ce qu'on appelle racisme, c'est vraiment le fait de priver des groupes d'accès aux biens, aux services et de les maltraiter sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, le fait d'être blanc n'expose pas à ça. C'est-à-dire qu'on peut être blanc et vivre des insultes, etc. Mais ça reste un vécu individuel, c'est pas systémique. Quand on est blanc en France, on se dit pas, oh là là, on va croire que je suis pas français, on va me maltraiter, on dit pas aux blancs, retourne chez toi s'ils sont français, enfin voilà. Et puis t'as pas le risque de ne pas avoir un appartement, de ne pas avoir un job parce que tu es blanc. Donc tu vois, faut juste mesurer et employer le bon vocabulaire. Donc oui, tu peux être discriminé, tu peux être agressé, harcelé, etc., etc. Et c'est absolument pas ok. Mais encore une fois, faut employer les bons mots sur les bons phénomènes. Enfin, je tiens à préciser que tu peux être blanc et on te dit rentre chez toi quand tu portes un voile. Oui, absolument. Ou quand tu as une barbe. Exactement, c'est ça, exactement. Effectivement, oui, ça arrive. Je pense à une je sais pas si je sais plus si elle est à l'Alab, mais effectivement une femme blanche musulmane qui porte un hijab. Bah, effectivement, en fait, dès que tu portes un hijab, tu perds ta blanchité. C'est-à-dire que tout ce privilège qui est lié à ton statut disparaît derrière le foulard, parce que là, on t'amalgame en fait aux musulmans, et les musulmans sont considérés comme des gens qui ne sont pas blancs. J'aimerais bien avoir ta définition du féminisme. Bah, c'est la défense des droits de toutes les femmes, quelles qu'elles soient, donc, quelle que soit leur croyance religieuse, quel que soit leur statut, le genre qui leur a été assigné à la naissance, quel que soit leur statut administratif, leur nationalité, voilà. Toute personne qui se définit comme femme doit avoir ses droits reconnus et respectés. C'est ça le féminisme pour moi. J'avais reçu Jessica du mouvement noustoutes.org et elle me disait en fait le féminisme selon elle c'est tout ce que tu viens de dire, mais c'est se battre aussi contre le Front National. Bien sûr, contre toutes les oppressions, évidemment. Je pense que les féministes racistes, en fait, elles ne sont pas avec moi, en fait. Parce qu'on sait très bien que ce qu'elles font va affecter aussi des femmes. C'est-à-dire que le RN, c'est un parti qui s'en prend, qui est xénophobe. Et dans les personnes qui vont être visées, il y a énormément de femmes. Donc oui, bien sûr, mais c'est contre toutes les oppressions. Ça veut dire lutter contre l'homophobie, lutter pour la reconnaissance des droits des femmes trans, bien sûr, évidemment. C'est ça. Et pour moi, ce féminisme-là, il est nécessairement inclusif.
Et quand tu me parles de certaines personnes qui passent leur vie à parler des femmes musulmanes qui portent le hijab, ouais, t'es féministe, mais des femmes bourgeoises, en fait. Ton père votait à gauche. Mhm. Au départ, toi, tu t'affiliais aux idées du PS. Mhm. Est-ce que tu en es revenu? Ouais. En fait, c'était par mimétisme familial, mais j'avoue que je l'ai trouvé un peu mou, quoi. Après, c'est la jeunesse, hein, souvent, mais aujourd'hui encore, je me reconnais plus dans ce qui est un peu plus à gauche du PS, tu vois. Je sais pas trop, je suis pas j'ai pas de carte dans un parti, mais je suis proche de l'aile gauche de Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise aussi, tu vois. Donc c'est là que je me situe politiquement. Voilà. Donc, Comment t'expliques, toi, que ce parti se soit éteint de cette manière? C'est François Hollande, hein, sérieusement. On a élu la gauche, on se retrouve avec Macron aux finances, quoi. Tu te dis... Et donc c'est un marchepied pour Emmanuel Macron pour devenir président de la République. François Hollande fait campagne en disant « mon ennemi, c'est la finance ». Et il nous met un banquier au ministère de l'économie et des finances. Non, en fait. La loi travail aussi, qui a été une loi hyper brutale. C'est vraiment de la casse sociale. Donc ouais, je pense que les gens ont voté à gauche pour avoir des politiques de gauche et qui se sont retrouvés avec une énorme déception. Et donc ils se sont dit, si c'est ça voter à gauche, autant laisser tomber et trouver d'autres espaces. Et maintenant, ce qui est identifié comme à gauche, c'est effectivement ce qui était considéré comme la gauche de la gauche. C'est pour ça qu'en fait, les voix qui étaient historiquement de gauche se sont déportées plus à gauche parce qu'on s'est dit, le PS, ça va pas en fait. Est-ce que la France, elle est perçue comme étant un pays raciste à l'étranger? Comme toi, tu voyages souvent. Mais de ouf. Mais franchement, des fois, j'ai un peu honte, quoi. Mais je fais partie d'une commission internationale sur la question de la santé et des discriminations systémiques. Donc la plupart des personnes qui sont dans la commission sont des médecins. Et donc c'est une commission qui a été montée notamment par la revue médicale The Lancet et un institut qui s'appelle un institut universitaire qui s'appelle l'Institut O'Neill. Ça, c'est un contexte. Et donc je racontais, moi ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est santé mentale et tout ça, et tout ça. Donc je racontais un petit peu en France ce qui se passe et tout. Et donc il y a une femme britannique qui me prend à part, qui me dit écoute, je ne sais pas grand-chose de la France, mais c'est quand même connu pour être un pays extrêmement raciste. Je te jure, j'étais... Et ça m'est arrivé plusieurs fois dernièrement. Et tu vois, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, les gens me disent non mais la France, c'est quand même... Tout le monde sait que c'est un pays raciste. Et après, je dis je me souviens que j'avais dit à une personne, c'est pas un pays qui se considère comme tel. Elle me dit mais comment ils expliquent tous les trucs autour du foulard, autour de l'islam, comment ils justifient ça? Et bien sûr, la France, c'est un des seuls pays... qui a voulu interdire la manifestation pour la Palestine, parce que ce sont des manifestations qui sont perçues comme étant portées par des personnes non blanches. Bien sûr, la France n'a pas une super réputation ces dernières années. Même avec l'affaire Naël. Bien sûr, évidemment. Et le fait qu'il y ait en Europe, c'était en Europe les plus grosses manifestations post-assassinat de George Floyd, tu vois, c'était le comité Adama qui les a organisées. Donc, bien sûr, évidemment... c'est un pays qui est perçu comme ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, bon, la France... Assa Traoré, justement, qu'on a reçue ici, moi, j'ai l'image d'elle, on l'aime pas en France. Non. J'ai l'impression qu'on l'aime pas. Bien sûr, elle est haïe. Moi, je peux te dire, quand j'en parle à certains confrères, tu verrais leur visage, c'est hyper choquant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui m'aiment pas, mais je peux te dire qu'à côté à ça, mais je pense qu'elle est violente. Parce qu'en fait, elle est tellement fière. En fait, on le voit, mais c'est comme Aya Nakamura. Pour un tout autre sujet, mais déjà de voir une femme noire digne et fière, c'est trop. Assa Traoré est digne et fière, elle porte ses cheveux crépus, volumineux, elle dit des choses sur la France de manière très claire et très ferme, c'est insupportable. Je pense que c'est pas dans leur logiciel, en fait, c'était pas prévu, et que du coup, ça les violente, mais au niveau vraiment intestinal, quoi. Et je te jure que le visage de certains de mes confrères, quand je leur parle d'Assa Traoré, mais ils sont outrés. Alors que, et en fait, ce qui me choque, c'est l'absence d'empathie. Tu te dis, comment tu peux avoir une femme qui a perdu son frère dans des conditions aussi atroces, tu peux la voir demander des explications sur la mort de son petit frère et ne pas avoir d'empathie à ce point. Je veux dire, moi, quand je vois des gens qui disent qu'elle a fait carrière pour ça, je veux dire, c'est atroce de dire ça. De dire, mais vous ne pensez pas qu'Assa Traoré a préféré avoir son frère en vie que d'être visible et de battre le pavé pour demander simplement un procès des gendarmes en question? Donc oui, je pense que la France n'a pas du tout l'habitude de voir des femmes noires en position de visibilité et en position de fierté, alors qu'il y en a beaucoup.
Et c'est ce qui est arrivé aussi à Christiane Taubira. Tu vois, quand tu étais ministre de la Justice, tu te rappelles de tout ce qu'elle s'est pris? C'était du jamais vu. Parce que pour les gens, c'est insupportable. Et en plus, tu vois, il y a ce complexe de supériorité qui fait que quand tu vois une femme noire qui parle mieux le français que toi, tu vois, ça bouscule un peu tes fondamentaux. Et il se trouve que Christiane Taubira est une femme de lettres, tu vois. Donc c'est trop pour eux. C'est beaucoup trop. Mais c'est vrai qu'on avait posté des teasers de Assa et on avait souvent un retour au niveau des commentaires où c'était « va couper tes cheveux, non mais t'as pas honte, va chez le coiffeur, tu te regardes dans la glace », mais tu te dis « mais en fait tu peux pas débattre sur l'idée, sur ses propos, il faut que tu attaques le physique quoi ». Exactement. Mais c'est parce qu'en plus, t'as envie de dire, mais c'est comme ça que sont les cheveux de beaucoup de personnes afrodescendantes. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'idée de l'assimilation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous voir. Et si on nous voit, il faut qu'on se fonde dans le moule de la blanchité. Et que si on ose être nous-mêmes. Moi aussi, je reçois plein de remarques sur mes cheveux. Mais plein. Quand ils sont là, je les ai tressés, ils sont plaqués. Mais quand ils sont détachés, plein de remarques. Parce qu'en fait, ils ne supportent pas qu'on soit à l'aise avec l'intégralité de notre corps. Parce que normalement, on devrait avoir honte, on devrait les cacher derrière des cheveux lisses. Et voilà, bien sûr que c'est ça. Comme comme Aya, tu disais. Oui, Aya Nakamura, franchement, sur, parce qu'elle se trouve belle. Et que normalement, ce genre de femme ne doit pas se trouver belle. Elle se trouve belle, elle se trouve fraîche, elle se trouve talentueuse. Et voilà. Et ça se voit dans son attitude qu'elle se trouve canon. Et les gens, ça les rend ouf, en fait, qu'elle ose se trouver belle. Et en plus, tu as les plus grandes stars américaines qui l'invitent partout. Exactement. Faire de la politique, est-ce que tu y as déjà pensé, par exemple, te présenter en 2027 Honnêtement, on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois, le fait de m'engager en politique, mais ça ne m'intéresse pas. J'avais été approchée par un parti en 2012 pour me présenter aux législatives. Et je pense que vraiment, j'aurais pu être élue, puisqu'on m'avait proposé une circonscription éligible. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que ma place est ailleurs. C'est que comme je t'ai dit, je suis un électron libre et je ne m'imagine pas du tout obéir à la discipline d'un parti. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien l'idée de faire ce que je fais et je suis contente que mon travail puisse avoir une influence. Mais honnêtement, tu vois, par exemple, ce qui est politique dans mon activité aujourd'hui, c'est de monter une école de prise de parole en public, tu vois. Où là, vraiment, j'essaie de partager les outils que j'ai collectés, comment dire, de manière autodidacte, en prenant la parole publiquement et de les transmettre. Et de me dire si éventuellement ces outils-là, je peux les transmettre à des personnes qui vont porter la parole publiquement, en politique, dans l'activisme, etc. Ce sera mon rôle. Dénoncer, commenter la politique, interpeller les médias, c'est aussi mon rôle. Moi, être dans un parti, je pense que je ferais partie des personnes indisciplinées et que ça pourrait mal se passer. Donc à l'époque, quand on m'avait proposé ça en 2012, j'étais jeune, tu vois, j'avais 34 ans. Je me disais, bon, vas-y, je suis jeune, je verrai plus tard. Et maintenant, on est plus tard et honnêtement, ça ne me dit rien. J'ai vraiment envie de continuer à créer et à écrire. Une femme présidente, est-ce que c'est possible pour toi en France ? Bah là, vu la configuration actuelle, j'ai envie de te dire que j'espère que non. Mais s'il n'y a pas de femme, s'il y a une femme d'extrême droite, enfin, j'ai peur en fait que la seule possibilité immédiate qu'on ait de femme présidente, ce soit une possibilité d'extrême droite. Mais oui, je pense que ce sera possible à terme, tu vois, je pense que ce sera possible, mais dans l'immédiat, c'est pas évident. Rokhaya Diallo, parce que tu nous parlais il y a 10 ans, tu avais des aspirations, etc. Mais dans 10 ans, ça donne quoi ? Alors, dans 10 ans, je ne sais même pas. Je ne peux même pas te dire ce que je ferai dans un an. Donc, dans 10 ans, je ne pense pas que je serai toujours aussi présente dans les médias. J'espère qu'avec mon école, j'aurai formé des personnes dont la parole compte. Voilà. C'est vraiment, moi, ce que je veux le plus au monde, professionnellement, c'est transmettre. Je pense que souvent, la difficulté qu'on a en France, pour les personnes qui se démarquent, c'est qu'elles laissent une trace de leur vécu et qu'elles parviennent à permettre à d'autres d'en tirer des leçons. Et donc, vraiment, pour moi, ma mission fondamentale, c'est de m'assurer que tout le monde sache ce que j'ai vécu et que des personnes qui sont plus jeunes que moi ne fassent pas les erreurs que j'ai faites pour pouvoir aller plus loin et peut-être plus sereinement. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais voir s'asseoir dans ce fauteuil ? Il y en a plein. Alice Diop, Aïssa Maïga, Enora Malagré. Je vais t'en dire plein. Comme ça, je vais leur envoyer des messages. Ouais, bah ouais. Amal Bentounsi, Christiane Taubira.
Voilà, je n'ai pas dit tout le monde, mais Grassley, évidemment, mon associé. Je suis sûre que j'ai oublié des gens qui, en sortant, je me morfondrais, mais ou Penda Diouf, qui est aussi une autrice que j'adore, qui est une amie. Voilà, toutes mes amies, je suis désolée, je ne vous ai pas mentionné, mais j'aimerais ouais, que... J'ai plein d'amis formidables, et je sais que tout le monde ne me vient pas à l'esprit. Nadège Bosson-Diagne, par exemple, aussi, Adèle Haenel. Voilà, quelques exemples. Ok, un dernier mot? Merci pour cet échange, c'était vraiment super. Bah, merci beaucoup. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.